Attends, je vais voir si elle a vu la... Je pense qu'elle peut pas monter, hein. Raposta. Bonsoir. Bonsoir Fadila, on va t'agrandir. Ah, Marhaba bik, bienvenue. Merci, bonsoir, vous allez bien? Ça va, merci, et toi? Ça va, ça va. Une grande journée à Voilà, Bruxelles. merci. Ah oui, il fait froid. Bah, ça va encore aujourd'hui, il a fait plutôt bon. Ah bah tant mieux. Alors on va Hine, accueillir... ça va? Bonsoir Jalel, ça va et toi? Ça va, je suis monté juste pour vous dire bonsoir, parce que j'ai écrit bonsoir, personne ne me répond, c'est pas grave. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Bonsoir Ok, Jalel. d'accord. Ok, bah vas-y, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, Inch'Allah. Merci à toi aussi, à bientôt, je t'embrasse. Donc les filles, je vous présente Fadila Maroufi, normalement vous connaissez. oui. Bonsoir à tous encore. Bonsoir. J'ai vu son profil, ouais. Ouais, voilà, donc je te laisse te présenter si tu veux Fadila, tes combats, ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, moi, je suis donc Fadila Maroufi, j'habite en Belgique, à Bruxelles. Et donc, j'avais cofondé l'Observatoire européen des fondamentalismes à Bruxelles pour traiter des sujets de l'islamisme. Donc, je suis bruxelloise, donc je suis née à Bruxelles et de troisième génération belgo-marocaine. Et j'étais travailleuse sociale pendant plus de 20 ans dans les quartiers, certains quartiers chauds, on va dire, de Bruxelles. Et puis, comme j'ai vu monter l'islamisme depuis toute petite, et en tant que travailleuse sociale, j'ai été confrontée vraiment à ça, au radicalisme islamique. Et donc, du coup, j'ai fait un master en anthropologie où j'ai travaillé sur l'endoctrinement des femmes musulmanes à Bruxelles. Et donc, ça devait être un travail de terrain de 6 mois. Je suis restée 3 ans en infiltration. Et puis après, j'ai commencé les formations en radicalisme, sur la radicalisation. J'ai travaillé aussi dans une prison en Belgique pendant 3 ans, où j'ai rencontré des djihadistes et tout ça. Et puis après, j'ai cofondé donc l'Observatoire européen des fondamentalismes pour traiter de ces sujets-là. Et puis là, j'ai eu une vague d'attaques venant de toutes parts, des politiques, des islamistes, des associations, des gens d'un peu partout, qui ne supportaient pas le fait que j'en parle. Parce qu'il y a vraiment une grande lâcheté en fait en Belgique, et c'est des questions qui restent très très tabous. Et Bruxelles est vraiment ce que j'appelle Bruxelles Califat, c'est-à-dire complètement sous emprise de l'islamisme radical à Bruxelles. Donc les gens ont peur, se taisent, s'autocensurent, et les Belgo-Belges n'osent plus vraiment parler de ces sujets-là. Tout le monde en parle en petit comité, mais même au niveau des familles, ça se déchire sur ces questions. Et donc voilà, et puis ensuite, après ça, j'ai cofondé aussi un café laïque Bruxelles. Et puis maintenant, on a un café laïque Bruxelles et Paris, où nous invitons des intellectuels, des personnalités qui ont écrit des ouvrages sur soit leur vie, ce qu'ils ont vécu au sein de leur famille. Donc ça peut être des gens... on a eu par exemple Alexandre Rifaï, qui est un franco-syrien, David Duquesne, qui a écrit un ouvrage qui est super intéressant aussi, et qui a permis de montrer, parce que lui, sa maman, en fait, elle est d'origine algérienne et son père est français. Et donc, il a expliqué toutes ces difficultés, ce qu'il a vécu, lui, toute son enfance jusqu'à présent. Et puis, et alors, on a d'autres invités comme Georges Bensoussan, un historien qui nous a parlé du conflit israélo-palestinien, mais c'est aussi Pascal Bruckner, voilà, Fatia Boudjalat, etc. Donc, on a énormément d'invités qui nous parlent de tous ces sujets. Et l'objectif, c'est vraiment d'armer intellectuellement les gens pour qu'ils apprennent, d'abord pour qu'ils comprennent la situation. Bonsoir. Bonsoir. Et ensuite, pour qu'ils puissent aussi comprendre la situation, mais se défendre aussi, et en argumentant sur tous les sujets qui sont assez sensibles, donc l'islamisme, le wokisme, et puis d'autres sujets, le conflit israélo-palestinien, etc. Voilà, en gros. Bah, excusez-moi, une minute. Bravo, très beau parcours. Inde, Oui. Inde, s'il vous plaît, Inde, je veux baiser.
Ne faites monter personne, s'il vous plaît. Descends-le, parce qu'il y aura des petits malins Voilà. comme ça. Ça commence à la façon islamique. Voilà. On continue. Je suis désolée, Fadila, c'est comme ça, c'est ça, Bon, TikTok, en fait. Ouais. je voulais juste dire merci en tous les cas pour ce qu'elle fait quand même. Permets-moi, Hind, parce que tu sais très bien que je suis impressionnée par le parcours de Sister Aposta, parce que je vais l'appeler par son pseudo, ou bien par Madame Maroufi. Oui, Je vous suis pouvez très m'appeler par impressionnée. mon nom, pas de problème. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Je suis impressionnée parce que, bah, comme nous tous à peu près ici, donc on discute de l'islam et de l'islamisation. Et moi, je vais avoir peut-être une question à la fin, si vous permettez. Ok. D'accord. Donc je laisserai quand même les gens parler, mais en tous les cas, je vous remercie énormément d'une apostat qui a apostasié en Algérie. Je vous remercie énormément pour vos efforts. Merci. Mais si vous voulez, vous pouvez poser la question maintenant. D'accord. Bah, en fait, vu que vous dites islamisation, il y a des gens qui comprennent pas que moi, quand on me dit islamisation ou islamisme ou islamiste, je ne comprends pas trop parce que ce sont juste des gens qui appliquent à 100% les lois de la charia. Donc pour moi, un islamiste n'est pas totalement différent. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils ont ajouté le iste. Bah, vous avez fini la question ou vous voulez qu'on... Oui. En fait, ici, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans en fait qui pratiquent leur religion. Enfin, beaucoup, c'est pas non plus c'est plus une majorité comme avant, mais il y a quand même des musulmans qui pratiquent leur religion sans vouloir imposer quoi que ce soit aux autres, qui posent pas de problème. Il faut bien les distinguer parce que notre difficulté à l'heure actuelle, c'est que les islamistes, justement, les fondamentalistes, ont décidé de mettre tout le monde dans le même sac et de dire, ben, en fait, on est tous musulmans pour justement faire en sorte que tous ces gens deviennent aussi radicaux qu'eux. Et donc, pour distinguer les deux, bah du coup, on parle d'islamisme. C'est vrai que dans le pays du Maghreb, on n'en parle pas. Et dans les pays arabo-musulmans, ça ne s'oppose pas parce que, par essence, un pays musulman est musulman. Et donc là, on va juste parler de musulmans radicalisés, fondamentalistes ou pas fondamentalistes. Moi, souvent, les gens me parlent, par exemple, de musulmans modérés. Ça, par exemple, c'est un mot que c'est deux mots que je ne prends pas parce que je leur dis tout simplement qu'il n'y a pas de musulmans modérés. Il y a des musulmans et parmi les musulmans, il y a les fondamentalistes ou moins fondamentalistes ou pas fondamentalistes. Mais on peut pas dire modérés. Ça, c'est vraiment une invention, par contre, au niveau européen, juste pour essayer de calmer un peu après les attaques des attentats, etc., où les gens ont commencé à dire oui, pour pas faire d'amalgame, etc. Il y a des musulmans modérés, sauf que ça, pour moi, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que il faut pouvoir distinguer les deux parce que parmi les musulmans, il y a aussi des musulmans qui ne sont pas fondamentalistes et on peut pas les mettre dans le même sac s'ils n'ont pas les mêmes idées. Souvent, c'est des gens qui veulent juste, voilà, qui pratiquent la religion de leurs parents parce qu'ils sont nés dans cette culture, etc. Et sans pour autant vraiment pratiquer, on va dire, soit les prières ou les 5 piliers de l'islam ou simplement d'autres qui pratiquent leurs 5 prières de l'islam, mais qui n'embêtent personne. Et puis, l'islamisme, c'est aussi distinguer ceux qui pratiquent, on va dire, la religion sans faire une affaire politique. Alors que chez les islamistes, c'est plutôt, on mélange les deux. Il faut vraiment que l'islam fasse partie de toute la société, aussi bien politique, à l'intérieur qu'à l'extérieur, il faut que ce soit visible. Merci. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Ah, mais totalement, en fait, vous avez même rajouté le détail du musulman modéré. C'était une deuxième question que j'allais poser. Merci beaucoup et je laisse la parole tourner, franchement. Merci. Merci Spicy. Scorpiona ou quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose? Oui. Bon, bonjour à tous. Bonjour, Madame Fadela. C'est toujours un plaisir d'avoir des personnes qui témoignent avec leur propre expérience. Parce que nous, en général, on les côtoie, mais on n'a pas l'expérience avec eux. Donc, des fois, on fait pas toujours les bonnes choses. Mais moi, ma question, si c'est possible, c'est que comment la Belgique est devenue genre un des pays qui accueille ce genre de personnes et qui plusieurs fois c'est là que les extrémistes vont dans d'autres pays pour faire des attentats. Comment la Belgique s'est balancée comme ça entre
un pays laïque, puis qui est un pays qui est carrément sur la charia. Merci. Merci. En fait, la Belgique n'est pas un pays laïque comme en France. En France, vous avez la laïcité qui est dans la Constitution. En Belgique, on appelle la neutralité. À la base, la Belgique est un pays catholique. On a une royauté. Et puis, il y a eu un moment donné dans l'histoire, dans les années 68, je pense 70, plus ou moins, il y a eu un grand incendie. Et donc, dans cette grande incendie, dans un supermarché, il y a eu énormément de morts. Et tout le monde a été enterré. Et puis, il y a eu des hommages qui ont été rendus et d'une manière à la manière chrétienne, en fait. Et les athées se retrouvaient pas. Ils ont dit, nous aussi, il y a eu des morts, mais on est athées, on n'est pas du tout catholique, etc. Et donc, ils ont créé un groupe laïque, ce qu'ils ont appelé laïque. Et la laïcité en Belgique, en fait, c'est que vous avez, je sais pas si vous le savez, mais en Belgique, les religions sont reconnues et financées. Et ils ont créé, donc, un autre pôle. Donc, il y a eu la religion catholique, les musulmans, et puis ils ont rajouté les laïcs. Et c'est financé au même titre qu'une religion. Et ils sont censés représenter en fait les athées. Vous voyez ? Ça, c'était dans les années, on va dire, années 70. Et depuis, vous avez cette grande institution qui est censée représenter donc les athées. Alors, c'est long l'histoire. Pourquoi est-ce que ça a basculé ? Quand il y a eu cet incendie, le roi d'Arabie Saoudite, en fait, le roi Faisal a proposé au roi Baudouin de financer la restauration de ce grand espace qui a été incendié. Et pour remercier le roi Faisal, le roi Baudouin lui a offert le cinquantenaire. Donc c'est un lieu qui est classé, un gros monument à Bruxelles qui est vraiment splendide. Et donc il leur a offert pour en faire une mosquée. C'est ce qui est la grande mosquée de Bruxelles, en plein quartier européen. Alors au départ, ça c'était les Wahhabites, donc c'était sous l'Arabie Saoudite avec la façon de penser islamique du wahhabisme. Mais il y a eu aussi des frères musulmans qui venaient étudier en Belgique parce que les frères musulmans d'Égypte fouillaient, ou les pays musulmans, Syrie, etc., fouillaient et venaient étudier ici en Europe parce que dans leur pays musulmans, en fait, ils étaient pourchassés puisqu'ils étaient considérés comme une secte et ils n'étaient pas les bienvenus. C'était comme des troubles faits. Donc, ils sont venus étudier, ils étaient minoritaires, mais ils venaient étudier ici. Et petit à petit, en fait, ils se sont dit, puisqu'on peut pas retourner dans nos pays d'origine, donc on va s'installer ici et on va, du coup, faire la dawa et islamiser, rendre la terre ici une terre d'islam. Et donc, c'est comme ça que progressivement, donc, ils ont commencé l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., ont financé des mosquées, d'abord des mosquées de fortune. Il y a eu donc le cinquantenaire. Ils ont reçu énormément d'argent pour la construction, pour financer les ouvrages, pour financer les imams. Ils ont envoyé des imams, etc. Dans nos écoles aussi en Belgique, nous avons dans les écoles communales, donc les écoles d'État, il y a des cours de religion. Donc chaque communauté choisit un cours. Donc les musulmans vont en cours de religion islamique, les catholiques en cours de religion catholique, les juifs quand il y en a, mais il y en a plus vraiment maintenant. Donc on peut dire que c'est inexistant à Bruxelles. Et morale laïque, c'est pour les laïcs, donc on appelle les cours de morale. Et donc on pouvait choisir parmi ces différents cours. Et chaque communauté se retrouvait dans un cours. Et parmi les cours, vous aviez des professeurs qui étaient soit des frères musulmans, soit qui étaient envoyés par les pays d'origine, etc. Donc, qui donnaient des cours de l'islam. Mais tout ça, c'était pas vérifié. On vérifiait pas le contenu des cours. Donc, dans les années 80, moi, je suis la 3e génération, mais il y en a d'autres qui étaient de la 2e génération. Donc, à partir de la 2e génération, il y avait vraiment une réislamisation des enfants, puisque tous les enfants fréquentaient non seulement les cours de religion islamique, mais aussi les cours dans les madrasas le mercredi après-midi, puisqu'il n'y avait pas école. Donc, ils allaient dans les mosquées pour apprendre l'arabe et surtout la religion islamique fondamentaliste. Et le samedi et dimanche, le matin et l'après-midi. Les parents les envoyaient là parce qu'ils disaient comme ça, on a la paix et ils vont apprendre leur religion. Et comme ça, quand on retournera au pays, il y aura pas de problème, ils parleront l'arabe, ils connaîtront leur religion.
Sauf que les deuxième, troisième, quatrième génération ne voulaient pas repartir puisque nous, on se sentait, enfin, en tout cas moi, je me sentais plutôt belge et on connaissait rien du Maroc quasiment. Où on allait, quand on partait, c'était pendant les vacances. Ce qui fait qu'on connaissait pas trop et donc il n'y a pas eu de retour. Alors que les premières générations, pour eux, l'idée c'était de retourner. Et pour les belgo-belges, eux, ils se disaient de toute façon ils vont retourner, donc on va pas trop s'inquiéter, on va pas trop se poser de questions. Et ils connaissaient pas grand-chose en fait de la communauté musulmane, puisqu'ils venaient juste pour travailler, puis ils allaient repartir. Et donc, ils ont laissé grandir tout ça. Au départ, on avait surtout une population d'abord ouvrière belgo-belge. Petit à petit, ils ont été remplacés par les immigrés, donc tous ceux qui venaient travailler, et les partis de gauche, déjà dans les années 80, fin 80, début 90, 90, il y avait cette idée pour les partis de gauche que c'était les nouveaux, que ça allait être les nouveaux électeurs. Et donc, au départ, le Parti socialiste, ce qu'il voulait, c'est que les migrants puissent voter. Alors, il y a eu un lever de bouclier des Belges qui ont dit ah non, il faut quand même avoir la nationalité belge, etc. Ensuite, le Parti socialiste s'est battu pour que les gens puissent avoir facilement la nationalité belge, ce qui s'est produit donc pour les générations suivantes. Donc, on a eu la nationalité belge, etc. Donc, on avait le droit de vote. À côté de ça, il y a eu plusieurs fois des émeutes. Les politiques se sont dit on veut plus avoir de problème d'émeutes. Donc, pour régler le problème et trouver le problème de la délinquance, c'est qu'on va engager des jeunes des quartiers pour faire, pour mettre de l'ordre. Et donc, ils ont pris la politique des grands frères. Appliquer la politique des grands frères. Et là, ils ont pris des gens qui étaient reconnus comme des caïds, qui étaient respectés dans le quartier, sauf que la plupart, c'était des délinquants, des vendeurs de drogue, des voleurs, etc. Eux, ils étaient engagés dans des associations, et dans les vies associatives, c'est eux qui étaient en lien avec les jeunes. Et parfois, il arrivait très souvent même que ces grands frères qui étaient engagés dans des associations étaient eux-mêmes des dealers. Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'à Bruxelles, c'est que les majeurs donnaient la marchandise aux mineurs pour aller vendre, parce que eux, quand ils se faisaient arrêter, ils restaient pas très longtemps. Soit ils allaient en IPPJ, où ils se faisaient relâcher très rapidement parce qu'ils étaient mineurs. Donc, il y a eu un laxisme. Après ça, il y a eu de plus en plus de radicalisation. Et donc, les jeunes qui étaient radicalisés, il y a eu pas mal de départs. Donc, ils étaient recrutés dans les rues, mais aussi dans les mosquées, dans tous ces lieux fréquentés par les musulmans. Et on les recrutait pour aller faire le djihad, que ce soit en Afghanistan, mais aussi après à Daesh, en Syrie, Irak, etc. Donc, voilà, en résumé. Mais en même temps, tous ces gens qui ont été engagés dans l'associatif, etc., ensuite se sont retrouvés en politique, surtout de gauche au départ. C'est-à-dire le Parti socialiste, l'extrême gauche qui est le PTB chez nous, Parti du travail, les social-chrétiens qui ont ensuite changé de nom parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils s'appelaient toujours social-chrétiens, ils n'auraient pas le vote des musulmans, donc ils sont devenus humanistes. Et puis là, de humanistes, ils sont changés en engagés. Les libéraux, qui est l'équivalent de LR, donc des partis de droite, eux aussi se sont divisés. Puis il y en a un groupe qui est devenu centriste, un autre qui est toujours resté de droite, qui s'appelle le Mouvement réformateur. Mais en gros, en fait, maintenant, quasiment tous les partis, puis il y a eu les écolos, qui ont eu aussi une très très grande, une influence énorme, parce qu'ils ont été, en fait, les frères musulmans ont pu rentrer via les associations et ensuite dans les partis politiques. Et en premier lieu, ils ont été dans les partis de gauche, donc Parti socialiste, et puis ensuite les Verts, puisque vous savez que le vert en islam, c'est la couleur de l'islam. Et donc, c'est surtout que les écolos allaient obtenir des voix. Et donc, ils se sont dit, on va aussi aller chez les écolos, puisque les prochains, c'est eux qui vont le gagner, les élections. Et donc, on peut les retrouver comme ça dans tous les partis politiques, mais maintenant, c'est quasiment tous les partis politiques sont gangrénés. Que ce soit la gauche, mais la droite aussi, même si elle a pas l'air, mais elle est aussi gangrénée par les frères musulmans. Et donc maintenant, c'est eux qui font, à Bruxelles, en fait, c'est eux qui décident. Quand vous avez un imam qui au Parlement bruxellois, je sais pas si vous aviez vu ça, mais des Pakistanais ont été mis à l'honneur, et il y a un imam qui a récité un verset coranique.
et c'était inversé de la sourate 33 où on parle justement des Juifs, mais il n'a pas cité la partie juif parce que justement il savait très bien après le 7 octobre, il s'est dit il fallait pas que ce soit trop flagrant. Mais au Parlement bruxellois, ils l'ont laissé réciter le Coran, voilà, donc faire tout son petit truc. Et c'est qu'après que du coup c'est passé dans les réseaux sociaux, donc ça a fait du bruit, on en a reparlé, etc. Mais et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que nous dans la partie francophone, il y a un cordon sanitaire. Ça veut dire que toute personne qui est considérée comme extrême droite ou qui tient des propos d'extrême droite ou supposés d'extrême droite, eh bien, en fait, vous êtes complètement blacklisté, vous n'avez plus droit à la parole dans les médias, et c'est ce qu'on appelle, il y a un cordon sanitaire, donc pour empêcher toute personne qui, pour eux, ils estiment qu'il y a qui tient des propos d'extrême droite, mais ne peut plus avoir la parole. Et c'est mon cas, en fait, c'est-à-dire qu'on a estimé que j'étais d'extrême droite, et donc j'ai plus la parole, et on m'invite plus dans les médias. Et puis j'ai perdu mon emploi en 2020, etc. Donc j'ai complètement été blacklisté parce que j'ai osé parler ouvertement de ce qui se passait à Bruxelles. J'ai dénoncé ce qui se passait à Bruxelles, et ils l'ont pas supporté parce qu'évidemment ils avaient trop peur de perdre les financements en fait de l'État qui était à cette époque-là plutôt socialiste et des écolos. Voilà, ça c'est en gros et en vraiment très gros résumé. Moi, ça m'effraie parce que c'est exactement ce qui se passe en France, en fait. En fait, vous êtes juste un peu en retard, mais vous êtes complètement dans notre même ligne, en fait. Moi, j'observe un peu j'observe ce qui se passe en France, et je peux dire vraiment que vous êtes à quelques années près. Vous êtes, Mais c'est vrai aussi, pour répondre à la question qui a été posée par la personne juste avant, c'est que à Bruxelles maintenant, en fait, même depuis quelques années, si vous êtes islamiste, si vous êtes un djihadiste, vous risquez vraiment pas grand-chose, hein. Vous avez eu le représentant du Hamas en Europe, ses bureaux étaient en face du Parlement européen, donc des institutions européennes. Personne ne s'est jamais trop inquiété. Vous avez des associations considérées dans d'autres pays comme terroristes sans problème. Vous avez des gens, les universités sont complètement noyautées. Plus personne en fait n'ose vraiment parler, et on est complètement pris dans ce système. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que finalement les islamistes et les djihadistes sont les bienvenus à Bruxelles, et que finalement par contre les personnes qui peuvent amener une plus-value, eux, sont très facilement mis à la porte. Donc on sent bien qu'ils ont vraiment ils ont vraiment pris Bruxelles, ils ont le pouvoir à Bruxelles, et très peu de gens osent parler en fait. Et vous allez voir des personnalités politiques juste avant les élections qui vont aller danser à des soirées organisées par des hommes musulmans où ils dansent sur de la musique arabe. Il n'y a aucune femme, ça leur pose aucun problème. Est-ce qu'on peut dire que c'est voulu, que c'est quelque part que ça sert l'intérêt de quelqu'un, ou C'est maintenant ils savent plus revenir en arrière. C'est qu'ils ont tellement peur, et ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir. Ils savent aussi que à Bruxelles, il y a vous avez la région bruxelloise, il y a 19 communes, l'équivalent de mairie, et là-dedans vous avez des communes. Le nombre de musulmans par commune, ça oscille entre 22% et 50%. Donc autant dire que le vote des musulmans est extrêmement important. Et eux font un amalgame. Ils estiment que tous les musulmans vont forcément voter pour des partis, pour des personnes qui sont musulmans. Or c'est pas toujours le cas. Moi j'ai des témoignages de personnes qui ne veulent pas de tout ça, mais ils ont tellement peur qu'ils se taisent parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas soutenus ni dans le milieu du travail, ni par les politiques. Les politiques, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui les rassurent, qui leur disent que tout va bien, qu'on va vous aider à obtenir les votes, etc. Mais si vous leur dites non, il faut réfléchir, il faut faire attention, là il y a un problème, etc., ils veulent pas savoir, parce qu'ils ne veulent pas ni d'émeutes, etc. Et c'est pour ça que à Bruxelles, il n'y a pas, quand on dit il n'y a pas d'attaque terroriste, etc., en réalité, c'est parce que surtout les gens ont complètement abandonné, les gens ne veulent pas parler, et ils se disent tant qu'on ne parle pas, on risque pas d'avoir des attaques terroristes. Il y en a eu c'était en 2014 avec le musée juif. Il y en a un autre à Zaventem, Malbec, mais ça c'était en réalité pas vraiment Bruxelles qui était ciblé. C'est parce que c'était les djihadistes qui étaient partis à Paris, qui étaient revenus ici. Certains étaient revenus ici, ils avaient des bombes, ils savaient pas quoi en faire, et donc il fallait les faire exploser. Et ils ont été là où il y avait des passages de personnes internationales. C'est-à-dire Schuman, Arlois, c'est des stations de métro où il y a toutes les institutions européennes.
Et donc, c'est plutôt des gens qui viennent de partout, des eurocrates. Vous avez Zaventem, c'est aussi international. Et donc, ils ont vraiment essayé de cibler tous plutôt l'extérieur, mais c'était pas la Belgique qui était en lui-même ciblée. Quand il y a eu les attaques contre des footballeurs suédois, mais en fait, ça, c'était aussi parce qu'il y avait eu une histoire avec la Suède, avec le Coran brûlé, etc. Mais c'était pas les Belges qui étaient encore. Et donc, les Belges se disent, mais tant que nous, on ne fait rien, alors on risque pas de problème. Et ce qui les dérange, c'est quand il y a des gens qui veulent en parler. Donc, le fait que moi j'en parle, mais ils se disent toujours, ouais, le risque de nous amener des ennuis, finalement. Mais en tout cas, le travail d'infiltration des frères musulmans marche bien parce que, en fait, c'est vrai qu'ils sont en train de gagner du terrain de partout parce que même, par exemple, en Amérique latine, qui était complètement, l'islam n'existait pas trop là-bas, maintenant il y a des gens qui se convertissent. Et je trouve qu'il y a un travail de fond qui est fait et je ne pense pas que ça soit au hasard en fait. Je pense que c'est forcément comment dire, dessiné par je ne sais qui pour je ne sais quoi, mais en tout cas ça me paraît pas être du hasard en fait. Non, parce que même en France, parce que ce que vous dites, en fait, il suffit de voir partout où il y a l'islam qui est très présent pour savoir que c'est un danger. Et des gens dans c'est le métier de plancher sur la politique, etc., qu'ils n'arrivent pas à le voir ou qui ferment leur bouche dessus, ou alors carrément qui font taire ceux qui dénoncent ça, c'est que ça prouve bien que il y a quelque chose qui va pas. Oui, mais ils sont de toute façon, ça fait depuis des années que eux, ils travaillent la société depuis l'intérieur, que ce soit dans tous les secteurs. Hein. C'est ce que Florence Bergeau-Blaclair, avec qui j'ai cofondé l'Observatoire et le Café Laïque, et qui est une chercheuse française, on a travaillé là-dessus. Enfin, elle a travaillé depuis 30 ans sur ces questions-là. Elle a fréquenté vraiment de très près les frères musulmans. Et elle a expliqué comment l'entrisme s'est fait, comment les frères musulmans, leur stratégie, leur méthodologie, dans son ouvrage sur le frérisme. Et d'ailleurs, ça lui a valu des menaces de mort. Et donc, elle est sous protection policière. Bon, au moins en France, vous avez déjà des protections policières pour les gens qui l'ouvrent. Ici, on l'a pas. Ici, les gens, quand moi je suis menacée, je vais porter plainte. Il faut une semaine il faut prendre rendez-vous. Ça peut prendre une semaine. Et puis je vais dans un autre commissariat. Là, on vous dit non, c'est pas une menace de mort parce qu'il vous dit pas explicitement, je vais t'égorger. Donc il faut vraiment que ce soit marqué explicitement. Donc s'il cite un verset du Coran qui te dit qu'il va te trancher la gorge, ça c'est pas explicite. Donc ça ne compte pas. Il suggère, mais c'est pas le cas. Est-ce que la Belgique, par exemple, elle serait noyée démographiquement? Non? Est-ce que c'est ça? C'est parce que peut-être c'est un petit pays, il y avait pas assez de Belges et donc il y a plus de musulmans finalement maintenant. Donc du coup, ça. Est-ce que c'est ça? En fait, c'est ce que j'explique, c'est que à Bruxelles, vous avez des quartiers où vous avez entre 22 et 50% de musulmans. Donc il y a des quartiers où vous avez 50% de musulmans, ou dans d'autres 22, 20, 30, etc. Et donc pour eux, c'est des votes. C'est des voix électorales et donc c'est pour ça qu'ils se taisent. Mais c'est vrai que ça fait depuis très très longtemps que c'est complètement noyauté. Il y a une personne qui parlait notamment, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu des tirs à la calache, mitraillettes, etc. à Bruxelles. C'est un quartier à Clémenceau. Il s'avère que c'est le quartier où j'ai grandi, mais en fait ça existait déjà. C'est juste que maintenant on en parle. Maintenant ils osent un petit peu en parler parce que voilà, c'est passé dans une politique de droite et que la droite s'est dit, il y a un problème d'insécurité et qu'ils en ont fait leur fonds de commerce électoral. Du coup, on en parle maintenant, mais que c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Alors que non, pas du tout. Ce quartier a toujours été connu comme étant une plaque tournante de tout ce qui est drogue. Donc c'est le quartier pas loin de la gare du Midi, hein, où il y a le passage du Thalys et de l'Eurostar. Et il y a toujours eu trafic de drogue, trafic d'armes. Les gens s'ils veulent se fournir en armes, ils peuvent aller dans ce quartier-là, et dans d'autres quartiers de Bruxelles. Vous pouvez acheter des bazookas, etc. Donc, c'est quelque chose que moi j'ai toujours connu en fait. Mais là, on en parle parce que voilà, ils ont décidé que maintenant, électoralement, ça faisait bien d'en parler du sentiment d'insécurité, etc. Mais c'est plus qu'un sentiment d'insécurité. Il y a vraiment une insécurité. Ça a toujours existé. Et la seule différence, c'est juste que maintenant, on va en parler et qu'avant, on n'en parlait pas. C'est tout. Oui, en fait, si j'ai bien compris, la Belgique, la France, peut-être qu'elle est en train de se réveiller un petit peu, mais la Belgique est en train de faire comme de l'aveuglement volontaire à cause de la peur qu'il va y avoir des émeutes, qu'il va y avoir des attentats.
Mais ils savent pas que le fait qu'ils sont dans l'Union européenne, une personne qui est dangereuse, par exemple en Belgique, elle peut être dangereuse dans toute l'Europe. Donc pour moi, elle n'est pas vraiment sécuritaire, même pour l'Europe, l'Union européenne, pour de vrai. Hein. Mais vous avez complètement raison parce que en fait les frères musulmans, et c'est pour ça que le CCIF, donc le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, est venu en Belgique s'installer à Bruxelles. En plein, ils se trouvent aussi, ils sont très présents dans les institutions européennes et ils attaquent la France depuis Bruxelles. Et donc, en fait, Bruxelles est stratégique pour les islamistes. C'est pour ça qu'ils viennent tous ici. Vous avez des Gazaouis d'ailleurs qui ont commencé aussi à venir en masse à Bruxelles. Même ceux qui avaient obtenu leur demande d'asile avait été acceptée dans un pays européen, mais ils ont décidé de venir à Bruxelles parce que c'est là où l'influence se fait, c'est là où l'argent se fait aussi. Et donc, c'est pour ça que moi je dis toujours aux autres pays d'Europe, que ce soit la France ou d'autres pays, je leur dis toujours, mais intéressez-vous à Bruxelles, parce qu'ici passe c'est très grave. Ne dites pas, oh, ce pays de toute façon est foutu, parce que à partir de la Belgique, à partir de Bruxelles, ils attaquent les autres pays. C'est par Bruxelles, par les institutions européennes aussi que les financements sont complètement distribués un peu partout dans des associations parce qu'il y a des associations fréristes aussi qui travaillent dans les institutions européennes et qui obtiennent des financements pour travailler notamment sur ce qu'ils appellent l'islamophobie. Il y a une madame islamophobie d'ailleurs qui est payée par les institutions européennes à Bruxelles. Vous avez énormément de gens en fait qui travaillent pour les frères musulmans et qui sont pas forcément musulmans aussi. Merci, c'est vraiment la réponse est très 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 claire et j'espère que il y a d'autres pays qui vont étudier le cas de Bruxelles parce que c'est un très très bon cas à étudier pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. C'est dur de retourner en arrière alors qu'il y a 3-4 générations qui ont la même mentalité. En tout cas, j'espère que la France va se réveiller parce qu'après la Belgique, on aura la Belgique, il y a la France. C'est les deux pays qui vraiment pas du tout sécuritaire. Mais la France, en fait, ils se rendent compte depuis quelque temps déjà qu'ils ont un problème. Maintenant, je dirais qu'au niveau politique, ils se demandent comment faire. Le problème, c'est que les politiques sont très difficiles, surtout avec un Macron qui est très très faible et qui a plutôt tendance à être comment je dirais très mou et qui permet beaucoup de choses et qui n'est pas très clair dans son. Il va dire une chose et puis 2 secondes plus tard, il dira autre chose. Donc c'est pas évident pour les politiques ou pour les personnalités politiques qui veulent vraiment bouger. Quand on voit Bruno Retailleau et ce qu'il essaye de faire, ben s'il n'est pas soutenu par le président, s'il n'est pas vraiment soutenu aussi, puis il y a aussi un problème aussi au niveau des lois, hein, quand il demande une expulsion, etc. Si les lois ne sont pas adaptées, ça va être compliqué. Donc il y a vraiment des mesures à prendre pour s'en sortir et il faut des gens courageux, mais il faut qu'ils soient aussi soutenus. Et c'est là où il y a véritable problème. Après, vous avez aussi des sénateurs là pour l'instant qui se penchent aussi sur des lois concernant le voile dans le sport pour l'interdiction. Moi, j'avais déjà demandé aussi pour qu'on interdise le voilement des mineurs, que ce soit en France et en Belgique. En Belgique, je sais que si ça passe en France, mais en Belgique, ça suivra peut-être après. Mais il faut vraiment interdire le voilement des mineurs parce que nous, en Belgique, maintenant, on n'est plus au voilement des femmes. Les femmes, c'est fini, c'est acquis, on va dire. C'est plutôt, elles portent quasiment toutes des djilbabs. Ici, c'est plutôt les petites filles qui commencent à porter le voile depuis quelques années et on en voit de plus en plus. Sans parler qu'il y a quand même des écoles islamiques qui sont reconnues, des écoles libres qui sont reconnues et qui sont frères musulmans, fréristes. Tout comme en France. Bonsoir, Apostat Kafir. Phil God, tu restes avec nous, on va écouter ton témoignage après. Bonsoir, merci d'être Bonsoir Fadila, je suis content de t'entendre parler ici. Bonsoir mon frère Apostat. Comment tu vas? Bonsoir Fadila, c'est Mourtad. T'as fermé le gaz avant de partir ou pas? Non, pas encore. T'as fermé le gaz avant de partir ou pas? Parce qu'il faut, en sortant, je sais pas si j'ai fermé le gaz. Faudra vérifier, on sait jamais. Bonsoir Mourtad. Salut Mourtad. Bonsoir Mourtad. Salut à tous. Excusez-moi, bonsoir. Moi, je suis de Belgique et je suis monté pour répondre à Sister avec sa propagande et tous ces mensonges qu'elle dit depuis. Déjà. J'étais là avant, donc si tu veux patienter.
Et il y a également ferme ton mic avant, donc le Absolument. hikma, sois gentil, sois aimable, reste à ta place, s'il te plaît. Voilà. On va écouter Apostat, Kafir. Oui, moi j'ai tendance à être optimiste sur le long terme et pessimiste sur le court et moyen terme. J'ai vraiment pas l'impression que sur le moyen et sur le court terme, les choses vont se faire de manière apaisée. Je sais pas de quelle manière ça peut partir en vrille, ça peut partir en cacahuète, mais c'est clair que on va au-devant de frictions de plus en plus importantes. Parce que les islamistes se disent, on a obtenu ça, ça, ça et ça et ça, ben on va avoir encore beaucoup plus de revendications. Et grâce à nos alliés utiles de la gauche en France, la LFI et tous ces trucs-là, on va pouvoir poser des pions et grignoter un peu plus de terrain. Franchement, j'ai été absolument choqué par Mathilde Panot, derrière Rima Hassan, ou Hassan, je sais pas comment on dit, mais derrière Rima Hassan ou Hassan, qui était en train de dire ah, et elle qui était derrière et qui était... T'avais l'impression que c'était vraiment la demi de service, quoi. Je laisse parler mon futur maître. Et franchement, je suis vraiment pessimiste sur le court et moyen terme. Mais sur le long terme, j'espère que l'intelligence va revenir aux humains et qu'on va enfin se débarrasser de cette théologie qui, pour moi, mais ça ne regarde et ça n'engage que moi, mais cette théologie, cette religion, ce dogme, pour moi, est le danger le plus absolu et le plus prioritaire que l'humanité doit affronter de nos jours, en ce moment, en 2025. C'est vraiment le danger pour moi number one. Parce que si ce danger-là, on le néglige, on considère que ce n'est qu'un épiphénomène, que ce n'est pas grave, que ça va se régler tout seul, etc., on va se retrouver avec une situation mais complètement catastrophique de séparation des gens selon leur couleur ou selon leur religion. Ça risque d'être vraiment catastrophique dans les prochaines années si on se réveille pas pour contrer l'hydre islamiste qui veut s'emparer de l'Europe pour ensuite s'emparer du monde entier. Parce que eux, ils ont le temps. Ils s'en fichent oui, ils ont le temps. Ils ont le temps parce qu'ils ont Dieu avec eux. Ils peuvent planter les graines dans la tête de leurs enfants et dans la tête de nos enfants aujourd'hui pour que dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 générations, eh ben, la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, etc. Eux, ils sont avec Dieu. Tu as complètement raison. Et d'ailleurs, ils commencent, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils commencent à s'attaquer aux apostats. Ils appellent vraiment à tuer les apostats partout où ils sont, parce qu'ils se rendent bien compte il commence à y avoir vraiment, les gens commencent à parler. Excusez-moi, j'ai un problème avec un truc que j'essaie d'éteindre. Ils commencent en fait, ils voient bien qu'on est en train de parler et que on influence de plus en plus en fait les gens, des musulmans qui en sortent de plus en plus, et ça les enrage, et donc du coup ils viennent essayer de nous discréditer, nous faire passer pour des gens d'extrême droite, ou même faire des appels en disant partout où on est il faut nous tuer, et ça même la personne là qui est intervenue en disant que c'était une invention, etc. Mais il n'y a pas de problème, hein. Moi je veux dire, les gens, personne n'est obligé de me croire, et les gens n'ont qu'à venir voir d'eux-mêmes. Poser la question à Vivi Apostat qui était venue à un café laïque à Bruxelles, et on a eu quelques têtes de djihadistes qui sont venus quand ils ont su qu'il allait venir au café laïque, et heureusement qu'on avait des gardes du corps à ce moment-là qui étaient présents. Parce que effectivement ils viennent pour essayer de nous terroriser, nous faire peur, etc. Mais on ne cédera pas. Et donc venir ensuite nous dire que finalement ce qu'on raconte c'est faux, etc. Moi je dis toujours aux gens, c'est vrai, il faut jamais croire ce qu'on dit, mais venez voir par vous-même et vous allez voir, vous allez constater ce qui se passe à Bruxelles. Et vous allez voir aussi la peur des gens. Vous savez, parfois, il suffit juste de prendre les métros et vous voyez la tête de certains belgo-belges, et vous voyez leur tête, ils disent plus rien, ils ont tellement peur. En fait, il faut venir voir.
Oui, de toute façon, tout n'est qu'une question de peur. Le non-musulman, non racisé, c'est-à-dire le belgeo-belge ou le franco-français blanc de souche gaulois qui descend de Vercingétorix ou qui descend de l'équivalent du Vercingétorix belge, aujourd'hui, il a peur, lui, il est paralysé par la peur d'être accusé de raciste, d'appartenir à l'extrême droite, etc. Et en face, l'islamiste, lui, il a peur que son Dieu le crame sur place parce qu'il n'aura pas assez bien défendu son dîne sur cette terre. C'est qu'une question de peur. C'est qu'une question de peur des deux côtés. Mais il y en a une qui est une peur motivée par la volonté d'avoir une récompense céleste post-mortem, et de l'autre, c'est une peur de devoir subir l'opprobre d'être accusé de l'extrême droite. Moi, je m'en fous qu'on m'accuse d'extrême droite. Si dans la tête des gens, être lucide, pour certains, ça se dit être d'extrême droite, alors pas de problème qu'ils me collent à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre de la périphérie, banlieue sud et périphérique intérieur compris. Pas de problème, moi je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les valeurs occidentales de liberté de pensée, de liberté de culte, etc. C'est tout ce qui m'importe. En tout cas, l'extrême droite ne tue pas. Bonsoir Feel God. Salut Hind, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue à toi. Merci. Je ne sais pas si tu peux faire ton témoignage ou tu veux parler du sujet. C'est dans le sujet aussi, hein, c'est dans le thème. Oui, en résumé, alors déjà, enfin, si je peux apporter un petit point, moi je reste très confiante vivant en France. Je reste très confiante. Je pense que les gens commencent à ouvrir les yeux et que le laxisme qu'il y a eu beaucoup dans les banlieues parisiennes à un moment donné où les gens avaient besoin, enfin les politiques avaient besoin de faire du clientélisme et de fournir enfin des cadeaux pour qu'on vote pour eux. J'ai l'impression autour de moi, même des gens qui sont pas du tout de mon bord politique, nous ont conscience que oui, il y a eu trop de laxisme et que le résultat de tout ça, oui, c'est une montée de l'islamisme, des quartiers où on se croirait, enfin je vais pas dire à Bagdad parce que ça fait cliché, mais presque. Alors oui, moi j'ai grandi, enfin je suis née en France de parents marocains, enfin amazirs. Je sais que ce mot, faut plus le prononcer, j'ai appris ça. Alors, comment dire, j'ai vécu dans une famille sans islam jusqu'à 9-10 ans, et puis l'islam nous est tombé dessus. Alors, nous, en France, je crois que après les révolutions iraniennes, la révolution iranienne, en tout cas, j'ai vu autour de moi beaucoup d'islam débarquer. C'est-à-dire que dans nos voisins, c'était des gens qui pratiquaient pas trop, et puis l'islam est arrivé. Donc les mamans ont commencé à se voiler, mon père a fréquenté les mosquées, bref, à 14 ans, je suis voilée. Donc j'ai adoré ce que vous avez dit sur l'interdiction de voiler les jeunes filles, parce que moi aujourd'hui, une femme voilée, ça ne me dérange pas, je la regarde avec désintérêt en me disant si elle savait, mais voir une petite fille voilée, ça m'horripile, ça me blesse, c'est terrible, parce que j'ai eu l'impression, moi, oui, qu'on m'a volé mon enfance. Alors oui, donc je suis passée d'une famille qui ne pratiquait pas, un peu laïque, cool, Noël, etc. Et puis du jour au lendemain, l'islam est arrivé, mais l'islam radical. C'est-à-dire qu'on habitait un quartier, je pense que c'était des salafistes, où on a expliqué à mon père qu'il fallait aucune liberté aux petites filles, que regarder la télé était péché, qu'envoyer une fille à l'école à 14 ans dans un collège où il y a des garçons, c'était péché. Donc du jour au lendemain, on a découvert l'islam radical. Mais j'avais compris une chose en ayant eu des souvenirs d'enfance agréables, où j'avais fréquenté des laïcs et j'avais compris que c'était cette vie que je voulais. Et voilà, et donc j'ai été mariée très jeune évidemment, parce que ça va dans le cours des choses. Mais j'ai toujours compris qu'il fallait que j'arrache ma liberté. Et c'est ce qui s'est passé un jour où j'ai annoncé à tout le monde que
oui, que c'était trop plein, c'est-à-dire que alors je vais essayer de pas être émue, mais ma mère a décidé de quitter ce monde à cause de ça. Une de mes sœurs s'est sauvée de la maison, mais moi je devais garder le bateau dans la bonne direction en me disant si je lâche, c'est tout qui lâche. Et puis j'ai tenu jusqu'à ce que ma mère parte, que mes petits frères soient un peu grands et pour que mon père tombe malade, en lui disant je lâche tout, je quitte tout ça, je dégage tout, j'arrache mon voile. Je veux que mes cheveux soient... Ouais, c'était con, mais je voulais que mes cheveux soient à l'air libre. Je voulais plus porter de vêtements très longs, je voulais plus porter de pantalons très larges. Bref, j'ai fait ma petite révolution et ça a porté ses fruits parce que mon père, je pensais qu'il allait... Parce qu'il m'avait quand même menacé de mes... Alors, je crois que ce mot, je ne peux pas le prononcer, mais de me passer le couteau de droite à gauche et d'aller se dénoncer aux policiers si je faisais ce genre de choses. Et puis quand je l'ai fait, finalement non. Et j'ai un peu... Alors je ne veux pas dire j'ai sauvé mes frères et sœurs, mais oui, après j'ai compris que ma petite sœur devait pas vivre ce que j'avais fait, que mes frères devaient arrêter parce que j'avais passé ma vie à aller à la mosquée le mercredi, le samedi, le dimanche, à apprendre le Coran bêtement, à supporter des barbus que je déteste aujourd'hui. Je suis désolée d'être aussi directe, mais je les déteste du plus profond de moi-même. J'ai réussi à faire la paix avec ce tyran de père, mais non, l'islam, pour moi, c'est une catastrophe. Alors, j'ai eu des années de thérapie, parce qu'on ne sort pas... Pardon, Feel Good. Pardon. Très, très rapidement, il y a une chose que tu n'as pas précisé, c'est pas un reproche, hein. C'est qu'on prenait des coups. On se faisait taper dans ces cours d'arabe, dans ces cours de soi-disant d'arabe pour apprendre l'arabe, mais c'est pas apprendre l'arabe pour accéder à la sculpture arabe, à la littérature arabe, à la peinture arabe, à la musique arabe. Non, c'était l'arabe pour accéder à l'arabe du Coran. Absolument. Point barre. Alors, point final. Et on se prenait des coups. On était torturés dans ces salles de classe. Mais les coups, elles se prenaient pas que dans les classes de la mosquée, elles se prenaient aussi au sein des familles. Alors oui, évidemment, absolument. J'ai toujours craint pour... j'ai prié, soi-disant, j'ai jeûné très tôt, mais parce que c'était la crainte des coups. Alors moi, j'ai eu la chance de découvrir l'arabe dans une association de culture berbère. Donc j'ai adoré apprendre l'arabe. Par contre, j'ai détesté apprendre le Coran. Et effectivement, il nous frappait. Et je pense que comme j'étais très grande de taille et déjà formée à 11-12 ans, il me détestait. Et oui, je prenais des coups, mais ça ne me dérangeait pas parce que je le détestais. Donc quand il me frappait, j'avais compris que c'était juste pour se défouler, que moi, ça ne m'atteignait pas. Mais oui, effectivement. Et du coup, oui, après ça, mes frères ont arrêté d'aller à la mosquée, ont arrêté d'apprendre le Coran. On n'en a qu'un seul qui continue à pratiquer plus ou moins. Mais oui, je pense qu'on peut difficilement sortir de là, mais il faut plusieurs années d'accompagnement pour essayer de ne pas sombrer, parce qu'on sombre souvent. Mais oui, je suis d'accord, c'est une catastrophe. Mais moi, dans mon entourage, alors c'est drôle parce que j'ai une cousine qui vivait en Belgique et qui s'est sauvée, elle aussi, de chez elle, et j'étais admiratrice. Tout le monde l'a traitée de putain, parce qu'elle était partie de chez elle, alors elle est plus âgée. Et moi, dans le fond, dans mon petit cœur, je me disais, en fait, c'est une guerrière, elle a raison, elle est partie, elle s'est sauvée. Et je pense qu'on moi, quelques copines, Kabyle, pareil, et on a l'impression qu'on a lutté, mais qu'on a réussi à arracher notre liberté. Alors ça fait un peu plus de 30 ans, hein, mais je me dis des fois, mais quelle chance d'être libre et de ne plus avoir affaire à cette religion. Feel Good, il y a... Voilà, j'ai essayé d'être court, c'est pas forcément le cas. Non, mais merci parce que ton témoignage est précieux. Oui, Fadila. Et il y a je sais pas si tu as participé à ça, Soraya qui a créé la Révolution des cœurs. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais elle cherche des témoignages et il y a eu pas mal déjà de témoignages de femmes et de jeunes filles qui ont parlé de leurs expériences.
Et ça vaut la peine. Donc, si jamais ça t'intéresse de témoigner, je sais qu'elle cherche des témoignages. Je vais noter en tout cas, ouais. Donc, ça s'appelle La Révolution des cœurs. Merci en tout cas. Et puis, et Soraya, Révolution des cœurs, ouais, je viens de le noter. Elle se trouve aussi sur X et sur Insta. Il y a un podcast où vous pouvez entendre tous les témoignages des femmes, de jeunes garçons, etc., enfin de jeunes garçons, d'hommes, qui parlent justement de tout ce qu'ils ont vécu dans leur enfance et par rapport soit à la religion ou dans leur famille, tout simplement, de la condition des femmes, etc. Ouais. C'est vraiment intéressant, ça vaut vraiment la peine et ça permet que les femmes ne se sentent pas seules et qu'elles puissent se dire, finalement, je suis pas le seul à vivre ça. Parce que souvent, ce qu'il y a eu, je pense aussi, pendant très longtemps, c'est qu'on estimait qu'on était seul et maintenant, le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, les gens se disent, on n'est pas seul, il y en a d'autres et je suis finalement d'accord et moi aussi, j'ai envie soit de sortir de l'islam, soit de se dire, c'est pas normal ce qui s'y passe. Absolument. En tout cas, merci. Un grand merci à toi, Fadila. Je te découvre grâce à quelqu'un de ce live. Merci à Hind, parce que c'est elle qui a c'est Hind, absolument. Je voulais pas la citer. Mais avec plaisir. Bravo à toi, en tout cas, Feel Good. Je trouve que c'est très courageux de ta part de témoigner. Et voilà, à chaque fois que, justement, le jour où on s'est appelé avec Fadila, je lui ai parlé de toi parce que je venais d'écouter ton témoignage. Et là, je t'ai cherché partout. Donc, ça me fait plaisir de te voir ici ce soir et d'entendre encore une fois ton témoignage. Bravo. Et j'espère que tu resteras avec nous et que tu feras partie de notre combat. Parce que je te vois depuis quelque temps dans nos lives et tout ça. J'espère que tu ne vas pas nous lâcher. Non, je suis là et merci à toi. Une question pour Feel Good. Est-ce que moi j'organise quelquefois des cafés laïques avec des apostats, des gens qui veulent parler de leur expérience pour justement sensibiliser les mécréants qui ne connaissent pas de l'intérieur tout ce qui s'y passe et qui ont besoin d'entendre en fait leur dire voilà ce qui s'y passe, ce que nous vivons parce qu'ils ont besoin vraiment d'entendre ça pour se déculpabiliser. Alors je ne sais pas si toi tu veux bien participer à ce genre de choses et écoute avec plaisir. Écoute, on va s'échanger, tu peux m'envoyer un message si tu veux bien. Comme ça, on peut se prendre des coordonnées. Je lui envoie ton numéro si tu veux, Feel Good. Tu peux, oui, avec plaisir. Très bien, ok. On va passer à... C'était qui déjà? Je me souviens plus. C'était moi. Bonsoir. Capitaine. Bonsoir. Alors, je monte rarement sur les lives. Bonsoir Hind, bonsoir Fadila, bonsoir Aposta avec qui j'ai beaucoup parlé sur Twitter. Moi, je suis plus issu de Twitter. Déjà, je voulais Fadila t'adresser toute ma reconnaissance pour ce que tu fais. Je te suis beaucoup sur Twitter et franchement, bravo. Merci. Alors, moi, je suis juif de France. Et j'ai un point de vue un peu différent du vôtre sur l'islamisme, dans le sens où pour moi tout ce qui se passe aujourd'hui, il est majoritairement dû à cette gauche et à ces leviers du monde, de la gauche mondiale, qui a favorisé cet islamisme. Rien n'aurait été possible sans ça. Et à mon avis, on se focalise beaucoup sur l'islamisme, mais il y en aurait autant à faire sur cette gauche. Quand je prends les pays comme l'Égypte, la Jordanie, qui eux ont lutté contre les frères musulmans, ils ont favorisé en fait le départ de ces gens-là vers l'Europe. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. La gauche, c'est vraiment quelque chose à combattre et à combattre urgemment et très fort. Et de surcroît, j'ai la grande surprise de voir que de plus en plus de juifs se mettent à l'islam. Quand je dis se mettent à l'islam, c'est-à-dire apprennent l'islam. Et de par vous, les apostats, et moi, vous, les apostats, vous avez tout mon respect, et vous avez toute ma considération. Je vous ai toujours appuyé. Ça fait 2 ans que je suis à vos côtés. Ça fait 2 ans qu'on apprend
les versets du Coran, les hadiths, pour pouvoir débunker tout ça. Et je serai toujours avec vous. Je vous garantis qu'on est une poignée de juifs et qu'on vous appuie et qu'on sera toujours avec vous. On sera toujours à vos côtés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci capitaine, d'autant plus que la question juive, moi j'appelle vraiment la question juive et pas le conflit israélo-palestinien parce que ça dépasse largement. C'est surtout la question juive. Il y a vraiment un antisémitisme en islam qui utilise le conflit israélo-palestinien pour justement faire la promotion de cet antisémitisme et pour la justifier surtout ici. Et d'ailleurs, capitaine, vous l'avez très bien dit, hein, cette gauche en fait est aussi responsable. Et finalement, comme on le voit avec les légistes, oui, voilà, et on le voit avec la gauche actuelle, à quel point ils sont complètement sur les mêmes lignes en fait que les islamistes. Moi, je pense que de toute façon, la responsabilité, elle vient des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien des islamistes, mais il faut les étudier parce que ça nous permet de comprendre leur fonctionnement, comment ils font de l'entrisme et comment les détecter. Et puis pour mieux les combattre, de toute façon, il faut les connaître. Et de l'autre côté, l'extrême gauche et la gauche qui a laissé les choses avancer jusqu'à pourrir complètement notre système démocratique et la mettre à mal. Parce que évidemment, en face, et c'est là, je pense que la gauche, par contre, n'ont pas compris et où ont tellement pris les gens de haut, s'imaginer qu'ils pouvaient contrôler ces gens, ces islamistes. Or, ils ne peuvent pas les contrôler. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est qu'ils ont été manipulés et contrôlés par les islamistes qui ont laissé faire et qui ont laissé croire qu'ils étaient stupides comme les autres le prétendaient. Et donc, je pense que là, maintenant, c'est vrai que la communauté juive un peu partout, et on l'a vu depuis le 7 octobre, et je crois que le 7 octobre a vraiment, c'est ça qui a été mis en avant surtout et qu'il faudrait mettre en avant, c'est que le 7 octobre a montré le projet des islamistes, ce qu'ils veulent faire. Et évidemment, c'est exterminer les juifs, c'est faire qu'Israël devienne musulman, parce que c'est leur projet, et d'ailleurs le Hamas l'a très bien dit, c'est dans la charte, mais c'est pour ça aussi que les pays musulmans ne peuvent pas reconnaître Israël, parce qu'en réalité, il y a cette prophétie califale qui dit que Israël, à la fin du monde, deviendra musulman. Et c'est pour ça aussi que Youssef al-Qaradawi avait dit que si les Palestiniens n'arrivaient pas et ne combattaient pas pour faire de Jérusalem un État, un califat et devenir musulman, il fallait que tous les musulmans du reste du monde fassent en sorte que cette prophétie se réalise. Ça fait partie de l'un des signes de la fin du monde. Comme la Grande Syrie avec Al-Joulani, le fait est que à partir du moment où l'Occident reconnaît ces personnages, il reconnaît la Grande Syrie. Et dans la Grande Syrie, il y a non seulement les autres pays limitrophes de la Syrie, mais il y a aussi Israël. Et donc c'est pour ça aussi que les pays musulmans ne peuvent pas reconnaître Israël. Donc ils peuvent signer des accords. Ça, en islam, c'est quelque chose qui est reconnu, qui a une durée de 10 ans. Et au bout de 10 ans, ils sont obligés de faire la guerre contre Israël. Ils sont obligés en fait de faire en sorte que cette prophétie puisse exister. Et donc c'est en ça pour moi que ce combat, il ne concerne pas que les Juifs, il concerne tout le monde, parce qu'après les Juifs, ça va être les autres, il y a aussi les apostats, il y a aussi les chrétiens, etc. Et c'est pas pour rien aussi. D'ailleurs, on parle très souvent quand on parle de l'Andalousie, etc. On dit que ça se passait très bien entre les trois religions, que c'était une période où intellectuellement c'était très riche, etc. Mais il y a vraiment un déni par rapport au statut des Juifs et des chrétiens qui étaient des dhimmis. Les Juifs et les chrétiens les gens ont tendance à oublier que c'était pas aussi beau qu'on le pense, et que les Juifs et les chrétiens avaient des sous-statuts. Ils étaient considérés comme des dhimmis. Soit ils payaient un impôt, donc une taxe, soit ils se convertissaient, soit c'était la mort. C'est tout. Et ça, on a tendance l'épisode d'Isabelle la catholique. Ça, mais faut avoir étudié l'histoire pour le savoir. Mais bon, soit. Juste une chose, Fadila. Juste ouais, avant que en parlant de dhimmi justement, et en parlant pour compléter un petit peu ce que dit Fadila, je vous conseille à tous de lire un livre qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup. C'est Confession d'un dhimmi.
Donc c'est un juif qui a été justement chassé par Isabelle la catholique. Sa famille s'est installée en Algérie. Donc il raconte un petit peu comment ils ont vécu. Par exemple, ils pouvaient pas monter sur un cheval, ils pouvaient pas se vêtir de vêtements de couleur blanche ou verte. Voilà, le livre il est très bien. Il est sur Amazon et il coûte 29 €. Et d'ailleurs, si on regarde aussi pour rajouter, c'est que même après, dans le Maghreb et à l'heure actuelle, c'est qu'un juif, même s'il est marocain, même s'il est algérien, même s'il est tunisien, il n'a pas accès à des postes de pouvoir comme maire ou ministre, etc. Au Maroc, il y a un conseiller du roi, mais c'est stratégique. C'est pas par bonté de cœur qu'il l'a pris comme conseiller du roi. C'est parce que il sait très bien qu'un conseiller du roi juif ne pourra jamais prendre le pouvoir parce qu'il ne sera pas reconnu par la population. Vous voyez, c'est quelque chose de stratégique. Donc moi, je pense que le jour où dans un pays musulman, vous aurez un juif qui pourra prendre qui pourra avoir un titre de pouvoir comme ministre, comme maire, etc. À ce moment-là, on pourra dire oui, il y a une égalité. Mais actuellement, c'est pas le cas. On a souvent tendance à dire qu'au Maroc, les Juifs étaient bien traités, bien considérés. Moi, j'ai l'exemple de mes parents qui ont été obligés de fuir le Maroc dans les années 70. Ils ont été chassés. Donc, j'ai une autre histoire. Et juste sur vos propos, Fadila, la gauche, elle oublie juste une chose. Elle a juste oublié une chose, c'est qu'elle sera la première à faire les frais de ces islamistes. Et les têtes rouleront. Mmh. Voilà. Il y a ça. Et juste pour dire que nous, Juifs, on a toujours été les canaris dans la mine en Europe. Voilà. Quand les Juifs tombent en Europe, c'est mauvais signe. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Il y a quelque chose de tragique quand on parle de religion, d'islam, c'est que l'islam donne une vie post-mortem, une vie éternelle, en enfer ou au paradis. C'est donc ce qui compte pour les croyants. Un croyant, lui, il a envie d'aller au paradis parce que pour lui, c'est là où va commencer sa vraie vie. La vie actuelle, la dunya est une épreuve, etc. Le souci, c'est que le hadith dont on a parlé tout à l'heure, où la pierre, l'arbre, diront aux musulmans, voici un J caché derrière moi, viens le pragmatiser. Le problème, c'est que comme l'a rappelé Fadila, c'est que ce hadith, il parle de la fin des temps. C'est-à-dire, quand ça va être la fin de l'humanité, la fin de toute vie sur Terre. Donc ça veut dire que jusqu'à la dernière extrémité, la dernière seconde, dans les prolongations, les arrêts de jeu ou ce que vous voulez, le J est encore un ennemi du musulman. Et il faut le pragmatiser avec l'aide de Dame Nature, parce que le musulman, il est tellement considérez ça comme vous voulez dans le texte, mais quelqu'un qui te dit oui, tu as besoin de l'appui d'une pierre ou d'un arbre pour trouver ton ennemi, etc., c'est ne pas considérer grandement le soldat à qui la pierre ou l'arbre sont obligés de dire viens ici. Enfin voilà, c'est pour vous dire que il ne peut pas y avoir de paix entre le J et le musulman, c'est pas possible. Parce que c'est dans leur texte, c'est dans leur fondement religieux. Le J est l'ennemi éternel du musulman. Tous les gens qui disent le contraire sont soit des gens qui ne connaissent pas l'islam, soit ce sont des gens qui mentent, qui font des réformes. Non, pas forcément ils mentent, mais ils font des réformes par ignorance, par envie, un acte manqué ou je sais pas quoi, mais ils font des réformes à leur niveau pour comment dire, pour réussir à faire le mélange harmonieux entre la tradition, la culture, la religion héritée et le monde moderne dans lequel on vit. Ils veulent rester accrochés à une partie de leur religion, mais ils sont obligés de faire avec le monde moderne et donc de dire non, c'est pas des ennemis, c'est pas ceci, c'est pas... Non, si tu es croyant de cette religion, que tu suis le règlement intérieur de la première lettre à la dernière lettre, tu es obligé de considérer le J comme ton ennemi éternel jusqu'à la dernière seconde. Oui, mais ils ont aussi, il y a aussi un mensonge, c'est-à-dire que les choses ne se disent pas forcément. Donc il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est l'islam, c'est la paix, amour, il n'y a pas de haine sur les juifs, c'est considéré d'ailleurs, c'est une des religions du livre. On dit dans l'islam qu'il faut respecter les religions du livre, etc., etc. Donc il y a aussi une grosse partie des gens qui mentent quand même aux mécréants justement pour ne pas attirer le regard ou
ou pour pas leur susciter d'interrogation et de réagir. Et une partie de la gauche en France. Ah, pardon, après je me tais, vraiment, après je me tais, je me tais. Vas-y. Et une partie de la gauche en France, assimilée notamment très proche de LFI, est complètement, mais complètement à l'ouest. Moi, j'ai eu à débattre avec un gars, je vais pas dire son pseudo ici, mais il m'a quand même sorti, l'apostat, qu'est-ce que ça fait si demain la France n'est plus composée de 50% de Français, en quoi c'est un problème, ça le racisme d'extrême droite? Le gars, il est français blanc, en tout cas, il est supposé être français blanc, gaulois de souche, entre guillemets, et le gars, il te dit, c'est quoi, si autour de moi, je suis le seul blanc, c'est quoi le problème? Et lui, il met ça sur l'extrême droite. Trouver qu'il y a peut-être une problématique, c'est être d'extrême droite. Ces gens-là, ils vont donner les clés du pays, tranquille, hein, au calife, hein. Tiens, vas-y, les clés du pays. Alors, ça c'est l'Élysée. Alors, les toilettes, c'est 8e couloir au fond à droite. Et à droite, c'est le bureau du président. À gauche, moi, des fois, j'hallucine. Que les gens nous disent qu'on est d'extrême droite. Parce qu'on considère qu'il commence à y avoir une coloration islamique un peu trop importante dans nos vies de tous les jours. Que ce soit dans la publicité, que ce soit dans la rue, dans les transports, enfin bref, un peu partout. Et tu te dis, non, t'es d'extrême droite. T'es raciste. Enfin, je trouve ça vraiment triste et je me tais. Merci de m'avoir laissé parler. Je peux me permettre d'intervenir? Oui, Toi, d'emblée. bonsoir, oui, c'est ferme ton mic, n'a rien à dire. Bonsoir, ferme ton mic. Ferme ton mic, t'es ici? Non, je pense qu'il a reçu un appel. Bonsoir, Elsa. Salut ma chérie, ça va? Ça va et toi? Salut tout le monde, Scorpiona, Café, ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? Good. Adela aussi, tout le monde, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien apporter mon témoignage par rapport à l'islamisme de la France. Malheureusement, oui, effectivement, c'est tout le monde maintenant qui le constate, ça fait peur, mais il faut lutter, il faut combattre, il faut parler des textes tous les jours. Et surtout, il faut dénoncer, surtout les citoyens. Quand vous entendez des paroles extrémistes, il faudra dénoncer. Elsa, excuse-moi, il y a un bruit j'entends derrière toi. Est-ce que je peux intervenir? Elle n'a pas terminé, Elsa. Merci. Donc, excusez-moi, c'était ma fille. Donc, quand je vous ai dit, il faut dénoncer, il faut pas dire que les autorités sont pas là ou quoi. Non, appelez-les, dénoncez. Il faut dénoncer, c'est un acte de citoyenneté. Vous allez aider votre pays. Il y a des vies qui sont en danger. Nous, les apostates, nous sommes actifs sur TikTok. Tous les jours, on nous menace tous les jours. Moi, par exemple, rien que hier, même, je sais pas si tu étais au courant, il y a Anti, tellement qu'il est arrogant, il m'a proposé de l'argent quand j'ai dit que je n'étais pas à vendre, il m'a menacé, il a dit qu'il allait balancer ma photo, mon adresse, mon nom et prénom et même la photo de mes enfants et de mon mari. À certains moments, c'est pénible, mais nous, on va continuer tous les jours, on sera là. Maintenant, ils essayent de me salir par rapport à mon groupe politique. Moi, je n'ai pas honte. Mon groupe politique, c'est un groupe qui est légal, hein. D'ailleurs, le racisme, il est puni en France. Même autant que apostats, ils essayent de nous salir. Ils disent que ils se sont alliés à l'extrême droite, chose que c'est faux. La sphère apostat, elle est apolitique. Maintenant, les apostats eux-mêmes, on peut retrouver des apostats qui sont de droite centre, d'extrême droite, de gauche. Par exemple, moi, Derblé, c'est mon frère apostat. Lui, il est de gauche et moi, je suis RN. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, les gens, ils veulent nous salir à tout prix. Pourquoi? Parce qu'on parle des textes. Faut pas en parler des textes. Nous, on sera là toujours pour les combattre. J'invite tout le monde, ne nous croyez pas, ne vous fiez pas à nous.
quand on donne la sourate, allez vérifier. Allez vérifier et vous allez voir. C'est le Coran. On dénonce les textes. C'est les textes, tout ce qu'on parle, c'est écrit dans le Coran. Réveillez-vous, les gens. C'est pas une religion qui est paix et amour, comme certains musulmans le disent. Au contraire. Et d'ailleurs, moi, comme ils disent, je suis une blédarde. Je peux vous dire, j'ai grandi en Algérie. Rien à voir avec l'islam d'Algérie. Ici, ils ont l'islam reconquête. Ça veut dire, ils veulent islamiser la terre. Quand une terre n'est pas musulmane et qu'on essaye de l'islamiser toujours, on utilise l'islam rigoriste. On utilise l'islam extrême. L'islam extrême, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il n'y en a qu'un seul islam. Mais par contre, par exemple, on va trouver en Algérie des musulmans couscous. Des musulmans couscous, c'est ceux que, par exemple, ils ne font pas la prière, ils ne font pas le foulard, ils s'en foutent. Mais ici en France, non. Ici en France, l'islam qui est installé, c'est l'islam extrémiste. Et ça, faut faire attention. Maintenant, il y a certaines personnes, par exemple, et d'ailleurs même tout à l'heure dans les commentaires, il y avait pas mal de personnes qui m'interpellaient en disant, Elsa, on t'a entendu dire que l'islam, il est compatible avec la France. J'ai envie de vous dire, ben, je suis obligée de suivre mon groupe politique parce que mon groupe politique estime que l'islam modéré et l'islam de France, il peut avoir lieu, mais par contre, l'islam rigoriste n'a pas lieu. Il n'y a pas de place pour les extrémistes ici en France. Maintenant, autant que citoyenne, autant qu'individu et apostat, moi je lutte contre le Coran tous les jours et contre la religion islamique, pas contre les musulmans. Je n'ai rien contre les musulmans. J'ai été élevée avec les musulmans et ma famille, ils sont toujours musulmans. Donc, c'est impossible que je sois raciste. Mais par contre, j'ai conscience, vu que j'ai été éduquée dans un pays qui est musulman, et même dans ce pays-là, eh ben, il n'y a pas ce qui se passe ici en France. Ce qui se passe ici en France, c'est grave. On va trouver des prières dans les rues, on va trouver dans une cité des voisins qui se mêlent et ils te disent « Ah oui, mais pourquoi tes enfants, en fait, tu les inscris pas pour aller étudier le Coran? Ah oui, mais c'est grave, après, ils vont pas connaître leur religion. Ah oui, mais pourquoi ta fille, elle porte pas le hijab? Et pourquoi toi, tu viens pas avec nous à la mosquée? Et pourquoi tu viens pas laver la mosquée? Et pourquoi tu viens pas laver les tapis de la mosquée? » Donc oui, effectivement, l'islam qui est installé ici en France, il est très dangereux. Il n'y a aucune haine dans mes paroles, mais simplement la réalité. Ce n'est pas pareil. Ici, ils sont dans la reconquête. Il faut que le peuple français, quand je dis le peuple français, chaque citoyen qui a la carte d'identité française, qui porte les couleurs de la France, on s'en fout de ta couleur de peau, on s'en fout si tu es maghrébin ou je sais pas, asiatique, du moment que tu portes la nationalité française, donc tu es français et tu dois te battre pour ton pays. Ça, c'est un acte de citoyenneté pour vous, pour votre pays, pour votre avenir et pour vos enfants. Réveillez-vous. Nous, les apostats, maintenant, on est là. On se bat contre cet islam-là. Mais nous, tous les jours, on se fait menacer. Nous, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous, on a éduqué nos enfants. Moi, par exemple, si quelque chose m'arrive, je n'ai 3 enfants. 3 enfants, sachez que derrière moi, ils vont combattre cet islam jusqu'à ce que tout le monde connaisse les textes et la dangerosité des textes. Merci, Hind. Merci Elsa, et bravo à toi. Bonsoir tout le monde, je peux prendre la parole? Il y avait Guts qui était avant. Bonsoir Guts. Et moi, il y a juste Darbelé qui était avant moi. Et après, Darbelé tu pourras alors. prendre la parole. Je t'ai malmené Darbelé. Bonsoir. Allez, merci. Bonsoir à tous. Moi, je suis pas d'accord forcément avec tout ce qui a été dit, vous vous doutez. Je suis d'accord avec certaines choses aussi, vous le savez. J'aurais du coup 2 questions, on va la jouer comme ça. J'ai 2 questions à poser. La première, c'est est-ce que la critique de l'islam
mène immédiatement à l'extrême droite? Est-ce que forcément le fait de critiquer l'islam fait qu'on va te catégoriser à l'extrême droite? Et ensuite, Excuse-moi Darbelé, est-ce que tu peux te présenter un petit peu parce que je te reconnais pas? ouais, avec grand plaisir. Oui, merci. Écoute, moi je suis athée, militant, j'aime pas trop dire que je suis apostat parce que je me vois plus comme un déconverti, c'est-à-dire que bah moi l'islam couscous qui est pas censé exister en France, c'est celui dans lequel on m'a élevé. Je me suis converti à l'islam pendant l'adolescence. Ma mère était algérienne, mon père était français. J'ai été élevé par mes grands-mères. Donc, dans un premier temps, de mes 0 à mes 10 ans, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. Puis après, j'ai vécu chez ma grand-mère en banlieue parisienne, en compagnie de ma mère aussi, qui était algérienne. Et là, j'ai été élevé plus dans la foi musulmane. À la suite de quoi j'ai shahad. J'ai jamais fait de profession de foi apostasique. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de l'islam très facilement, sans aucune contrainte, tout simplement par mon évolution personnelle, mes lectures, et pas du tout dans le cadre d'une critique de cette dernière. Quand le mouvement des apostats a pris de l'ampleur, je me suis senti concerné parce que je pense que j'ai fait partie justement de la gauche que vous dénoncez. Et du coup, j'ai voulu un peu rattraper le temps perdu et j'ai été dans une démarche très très critique. Je le suis encore d'ailleurs. Voilà. Et donc aujourd'hui, je traîne sur les lives, des fois pour combattre l'islam rigoriste, des fois pour combattre le christianisme rigoriste, le judaïsme rigoriste, certaines visions politiques qui peuvent être un peu biaisées. Enfin voilà. D'accord. Et donc ta question, si je comprends bien, c'est que c'est une question qui associe un peu les apostats à la politique, c'est ça? Pas forcément. Justement, je voulais Répète ta question pour que je puisse comprendre. Ma question, c'est est-ce que quand tu critiques l'islam, t'es automatiquement mis dans la case extrême droite? Et la deuxième question que j'avais, c'était est-ce que on pourrait préciser, parce que dans ce live, notamment Elsa et RN, et j'ai entendu une opinion assez de droite, et est-ce qu'on pourrait m'expliquer la corrélation entre immigration et propagation de l'islam? Parce que moi, de mon point de vue, il me semble que l'islam se propage en France, surtout entre Français, surtout par des conversions, et pas tellement par l'immigration. Tu veux répondre? Moi, Darbelé, écoute-moi, mon frère. Nous, on n'est pas ici pour débattre par rapport à ça. Et en plus, tu sais que je t'aime bien, mais cette question, elle m'agace, en fait. Elle m'agace. Parce qu'en fait, à quel moment la France, l'islam, il était installé? L'islam, ils ont découvert, les Français, l'islam, quand il y a eu les migrants arrivés en France, les migrants de confession musulmane. Donc, c'est dû à ça, où il y a eu la pression sociale. Moi, pour moi, si tu veux, mon avis, et ça n'a rien à voir avec le RN, je vais ouvrir une parenthèse. Moi, pour moi, les Français qui se sont convertis vers l'islam, c'est des Français égarés. Voilà. Pour moi, c'est comme ça, Darbelé. Et oui, Darbelé, les Français, ils se sont pas réveillés un jour et ils se sont dit, ben voilà, on a entendu parler d'une religion qui s'appelle l'islam, et ben du coup, on va se convertir. Non, c'est pas ça. Donc, des fois, on peut retrouver des gens qui se convertissent pour se marier, d'accord, pour le mariage, et souvent, les gens convertis tout de suite après, ils deviennent apostats parce que on va trouver les femmes, ils n'arrivent pas à vivre la vie de femmes soumises. Et on peut trouver aussi les hommes, ils n'arrivent pas avec les coutumes de la femme et leurs traditions.
Et on peut trouver aussi des personnes qui se convertissent à l'islam, surtout à l'école, parce que les copains, tous, ils disent Inch'Allah, Mashallah, et lui, non. Ils se convertissent. Et on le voit clairement à la cantine. Il faut pas bouffer du porc, sinon on se fait tabasser. Donc oui, d'emblée, les Français, ils se sont pas juste réveillés un jour, ils se sont dit, on devient musulman. Non. Et heureusement, chaque personne qui se convertit, derrière même pas une année, elle redevient apostat. Donc oui, effectivement. Et je ne suis pas en train de les pointer du doigt, c'est toi qui me pousse à répondre comme ça. Parce que ça, c'est pas une question. D'accord. Merci Elsa. Je vois... Je peux juste intervenir sur cette question. Oui, bien sûr. D'Arbalète a posé. Tout d'abord, bien sûr qu'on a le droit de critiquer l'islam comme on peut critiquer n'importe quelle religion. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est agresser ou attaquer une personne parce qu'elle pratique une religion. Ça, c'est une chose. Mais critiquer une religion est totalement légal dans nos pays. On a le droit de critiquer des religions. Deuxième chose, la corrélation entre l'immigration et, on va dire, et l'islamisme. Le problème que nous avons actuellement, et ça se pose partout dans le monde, c'est qu'il y a un problème avec l'islam radical, même dans les pays d'Afrique noire. On l'a vu avec Boko Haram, on l'a vu avec la Syrie, l'Irak, notamment avec Daesh, on l'a vu avec l'Afghanistan. Donc il y a un problème avec le fondamentalisme islamique un peu partout, même dans les pays du Maghreb. En Algérie, il y a eu le FIS, le Front islamique du salut. Donc, ce sont ensuite des gens qui ont immigré. Donc, on l'a vu avec l'Algérie, le Front islamique du salut, quand le pouvoir a été repris par Bouteflika et qu'il y a eu les dirigeants ont fui. Et ils ont fui où? Ils ont fui majoritairement en France, en Belgique. On les a retrouvés. On peut remarquer aussi que dans les pays comme la Tunisie, il y a eu énormément, de vagues de personnes qui sont parties rejoindre Daesh. C'était d'ailleurs un des pays musulmans qui fournissait le plus en djihadistes. Donc, il y a un islamisme et une radicalisation qui s'est faite avec ces dernières décennies dans les pays musulmans et en dehors, quand on voit avec Boko Haram et dans les pays subsahariens. Ils sont présents. Le problème que nous avons avec la vague d'immigration, c'est que c'est pas en lien direct avec l'immigration. Mais il s'avère que que beaucoup de gens dans ces vagues d'immigration sont des islamistes et des terroristes potentiels. Il y a des gens là-dedans qui sont des terroristes qui viennent ici pour ça. Et ça, c'est sûr parce que les gens de Daesh, de Boko Haram, de Al-Qaïda, etc., ils ont compris, ou le Qatar qui islamise les pays subsahariens et d'autres pays d'Afrique notamment, ont compris qu'il y a énormément d'immigration en Europe. Et ils ont compris que par cette immigration-là, ils peuvent l'utiliser pour ramener en fait une radicalisation, pour islamiser nos pays en Occident. Mais c'est vrai qu'il y a aussi que les islamistes, les fondamentalistes islamiques, dans nos pays, ce sont surtout et d'abord les gens qui sont ici issus de l'immigration et qui sont de deuxième, troisième, quatrième génération, voire même cinquième génération ici en Europe. C'est eux les premiers fondamentalistes. Et puis nous avons aussi ces vagues d'immigration avec des personnes qui viennent avec leur idéologie djihadiste. Ça, c'est un fait et on le sait. Donc, on peut pas non plus faire comme si tout ça n'existait pas et comme si ce n'était pas vrai parce que on a pu le remarquer et c'est voilà, c'est le cas. Et si vous allez, il y a un très beau documentaire qui a été réalisé par François Margolin qui s'appelle Salafiste. Et c'est un réalisateur qui a été avec un autre réalisateur dont j'ai oublié le nom. Il a été dans différents pays en Afrique, en Mauritanie, il a été si je me souviens bien en Irak aussi. Enfin bref, dans plus de différents pays d'Afrique et arabes où il a été interrogé des islamistes, enfin des djihadistes. Il suffit juste de les écouter. Ça fait froid dans le dos. Ce reportage, il a été réalisé en 2016. Leur tournage a duré 3 ans. Quand on regarde, en 2016, il l'avait proposé en France et ça avait été interdit
au moins de 18 ans, et ça a été interdit de le montrer. Par contre, dans les pays arabes, ils ont accepté de le voir, de le regarder. Parce que dans les pays arabes, ils avaient compris que le radicalisme était un problème, et ça leur permettait de comprendre, puisque c'était une matière où ils pouvaient avoir des informations. Parce que là-dedans, les djihadistes ne se cachaient pas dans ce qu'ils disaient, dans leurs propos. Et quand on regarde maintenant avec ce qui se passe, et quand vous regardez ce reportage-là, ça fait froid dans le dos parce qu'on y est en fait. On est en train d'arriver là, exactement dans la même situation que ces pays comme la Mauritanie, etc. C'est-à-dire, ils veulent en faire des États islamiques. Ils veulent en faire des califats. Ils veulent en faire nos pays veulent en faire des pays plus démocratiques, mais des pays théocratiques avec les applications strictes de la charia. Donc il suffit juste de les écouter, de lire ce qu'ils écrivent pour comprendre quelle est leur idéologie. Malheureusement, en fait, cette idéologie, elle touche tous les pays dans le monde. Il n'y a pas uniquement nos pays qui sont concernés, même les pays musulmans sont concernés, ils sont touchés. La seule différence, encore une fois, c'est que dans les pays musulmans, certains pays comme le Maroc ou d'autres où il y a encore des présidents et une royauté, ils ont compris que les fondamentalistes, en fait, sont un danger pour leur pouvoir, leur propre pouvoir à eux. C'est la seule différence. Et donc, ils les combattent pour ça. Ils les combattent pas à cause de l'islam, ils les combattent vraiment parce qu'ils se disent, sinon, c'est notre tête qui tombera. Et ils ont compris ça. Ok. Donc, si je suis votre logique, je veux pas du tout, je pose la question. D'après vous, du coup, il faudrait fortement diminuer ou arrêter l'immigration, justement, pour pouvoir canaliser ce phénomène. L'immigration actuellement, comme elle a été faite depuis plusieurs décennies, elle n'est pas du tout gérée comme il faut. Le problème, c'est qu'on accueille des gens, on leur dit, venez comme vous êtes, avec votre culture, avec votre façon de fonctionner, et tout ira bien. Sauf que non, en réalité, parce que quand vous avez des Afghans talibans qui viennent ici, ils viennent avec leurs idées. C'est-à-dire, la femme, elle est à la maison, si une femme, elle est en mini-jupe, ou si elle n'est pas voilée, etc., ben c'est une pute, donc je peux la violer, il n'y a pas de problème, c'est normal. C'est là où on en est. Le problème aussi, c'est que on a des terroristes qui viennent et qui profitent de l'immigration. Tous les migrants, évidemment, ne sont pas des terroristes. Mais parmi l'immigration, il y a des terroristes qui viennent et qui viennent dans l'idée, justement, de commettre des attentats ou de radicaliser d'autres jeunes, de recruter d'autres jeunes. Donc, nous, on doit agir en conséquence. On ne peut pas continuer comme on est en train de faire maintenant. Donc, à un moment donné, une immigration zéro, ça n'existe pas. Ça va être quasiment impossible. Par contre, il va falloir revoir le mode d'immigration, soit essayer de la diminuer drastiquement, faire le maximum pour qu'il n'y en ait pas beaucoup, en sorte aussi que tous ceux qui sont arrivés, qui sont sans papier, de les renvoyer dans leur pays, parce que normalement, on est censé accueillir que des gens qui sont mis en danger dans leur pays, soit parce qu'ils sont homosexuels, soit et qu'ils sont persécutés, soit parce que ils sont en danger à cause de leurs idées politiques. Le problème, c'est quand on accepte des gens qui sont en danger pour leurs idées politiques, quand ces idées politiques sont des idées de djihadistes. Parce que c'est ce qui est arrivé avec les gens du Front islamique du salut. C'est-à-dire qu'ils ont dit, en Algérie, on est persécutés parce qu'on a fait partie du Front islamique du salut. Et donc ici, on leur a dit, pour qu'ils ne soient pas condamnés à mort là-bas ou qu'ils ne subissent pas une condamnation, alors on va les accepter ici, on va leur accepter leur demande d'asile. Le problème, c'est qu'ils viennent avec leurs idées et qu'ils ont imposé leur idéologie ici, sur nos territoires. C'est ça où on en est. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre des mesures. Et ces mesures, c'est en tout cas d'empêcher que ces gens arrivent ici. Et c'est de faire en sorte que tous les gens qui sont venus d'une manière illégale et qui n'ont rien à y faire ici, et qui seront très bien aussi dans leur pays, hormis le fait que probablement qu'ils viennent parce qu'ils sont... on peut en douter quand même. Ils sont dans étant donné le chemin de croix que représente cette venue, je pense qu'on peut douter de ce que vous venez de dire là, à l'instant. Juste à l'instant. Attendez, excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous pouvez répéter? Étant donné le chemin de croix que représente la venue de ces pays, quand on parle d'immigration clandestine en l'occurrence,
je pense que dire qu'ils étaient très bien dans leur pays, on peut remettre ça en question. J'ai pas dit qu'ils étaient très bien dans leur pays. Je dis que ils ne rentrent pas dans les conditions pour rentrer pour demander l'asile politique. C'est pas la même chose. Oui. Il y a des critères. C'est pas ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit il faudra les empêcher de venir ou les renvoyer dans leur pays s'ils sont ici de manière clandestine, ou ils seront très bien. C'est ce que vous avez dit, mot pour mot. Est-ce que je peux me permettre de répondre sur certains points que vous avez évoqués ou que tu as évoqués? Je peux te tutoyer? Darbelé, excuse-moi, j'ai juste un exemple à te donner. Et puis que oui, les personnes qui font une demande d'asile pour telle condition, une fois que la condition n'est plus valable, oui, il faut les retourner à leur pays. Comme par exemple les Syriens. Dans les Syriens, maintenant, il y a la Khalifa. Je suis seul comme pas mal de personnes, donc si c'est juste pour redire la même chose qu'elle vient de dire. Darbelé, est-ce que tu peux la laisser terminer, s'il te plaît? Parce que ce qu'elle a dit, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'ai pensé à ça. Je me dis, bon, maintenant, exemple, ceux qui viennent de la Syrie, bon, là, ça va mieux en Syrie, c'est islamique. Ok. Maintenant, oui, il faut qu'ils retournent dans leur pays parce que la condition pourquoi ils sont rentrés dans nos pays n'existe plus maintenant. La même chose, par exemple, pour les islamistes là qui sont faits un peu partout. Il y a l'Angleterre, c'est leur berceau. Le seul danger qu'ils vont avoir en Algérie, c'est être en prison. Oui, il faut les retourner en Algérie. Oui. Une fois que, comme ici, par exemple, tu demandes l'asile parce que il y a ici des Mexicains qui sont venus ici parce que ils ont des problèmes avec des policiers ou l'État. Mais une fois que l'ordre s'est rétabli, oui, ils ont retourné au Mexique. La même chose pour les États-Unis. Donc oui, c'est parmi les façons de régler ça, c'est de faire ça. D'autant plus que la question de l'immigration, etc., je la connais assez bien parce que les associations qui accompagnent ces personnes migrants, en fait, ou ces demandeurs d'asile, ou ces gens qui n'ont pas de papier, ce sont des gens qui sont d'abord soit de gauche ou d'extrême gauche, qui leur expliquent. J'en ai fait partie, madame. J'ai fait partie de l'association des immigrés de Cachan. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on leur explique? On leur dit, mais venez ici sans problème avec tout avec votre bagage culturel. On leur explique pas qu'il y a des règles à respecter. Ici, en démocratie. Bah, vous pouvez dire c'est faux si vous voulez, mais moi en tout cas. Vraisemblablement, vous ne savez pas de quoi vous. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, éviter de couper la parole lorsque chacun parle. Je suis seul contre. Non, tu n'es pas seul. On n'est pas dans un combat. T'es monté tout seul. Personne ne t'a forcé. On est en train de discuter, d'échanger dans le calme. Et c'est juste d'écouter les autres quand ils parlent. Ensuite, tu parleras. S'il te plaît. C'est désagréable. Bon, ok. Non, les associations qui sont censées accompagner les migrants, etc., ils leur expliquent comment faire leur demande d'asile. Je prends un exemple. Vous avez une personne qui vient de Syrie, ben on va lui dire, écoute, il faut que tu dises que tu es persécuté parce que à cause d'une homosexualité, parce que c'est un des critères pour être accepté. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez des travailleurs sociaux qui donnent des tuyaux pour que les gens puissent rentrer leur dossier, qui soient acceptés. Mais ce n'est pas forcément vrai. Et le problème que nous avons, c'est qu'on a des gens qui sont effectivement homosexuels, qui ont fui un pays à cause de l'homophobie, qui se retrouvent avec des gens qui se disent homosexuels et qui en réalité ne le sont pas et qui même au contraire dans leur pays ils tueraient les homosexuels. C'est ça notre problème. Et nous avons des cas. Moi, j'ai eu des cas et c'est pas juste un ou deux, hein. Il y en a quand même pas mal. Des gens qui disent, mais moi, il faut me changer de lieu, je ne peux pas habiter avec lui parce que lui, ce n'est pas un homosexuel, c'est vraiment un radicalisé. Je les entends parler dans la langue, je comprends ce qu'ils disent et je ne peux pas dire qui je suis parce que je sais qu'ils vont me tabasser ou qu'ils vont me violer. Ça, c'est la réalité ici, dans notre pays. Donc, on a des gens qui fuient parce que réellement, il y a de la violence et qui peuvent perdre leur vie pour finalement arriver ici, se retrouver avec des gens extrêmement dangereux qui leur veulent qu'une chose, c'est de les tuer. Donc des gens que quand on dit oui, mais il y a des gens qui viennent parce que là-bas c'est pas mieux et qui viennent ici mais qui veulent quand même pratiquer exactement ce qu'ils vivent là-bas ou ce qui est vécu là-bas comme discrimination, je suis désolée, leur place n'est pas ici. Qu'ils y retournent alors, mais qu'ils viennent pas nous emmerder avec leurs normes religieuse ici, parce que nous on n'en veut pas. Si vous préférez un État islamique et une théocratie, pas de problème, mais nous on n'en veut pas, moi j'en veux pas, donc si les gens ne sont pas d'accord, ben qu'ils partent ailleurs. Il y a suffisamment de pays
sous la charia qui peuvent les accueillir. Il y en a d'ailleurs un Belge notamment qui est parti en Afghanistan. Il a fait ça. Ben, c'est très bien. Le mec, il est complètement en conformité avec ses principes fondamentalistes et djihadistes. Jean-Louis, si tu nous entends, bisous mon pote. Est-ce que je peux prendre la parole, Hind? Bien sûr, bonsoir Getz. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis apostat marocain issu de l'immigration justement de par mes études et ça fait pas très longtemps que je me suis installé en France, ça fait 5 ans. Donc j'ai apostasé au Maroc il y a de cela à peu près 10 ans. Et j'ai quitté le pays justement parce que j'avais une excellente condition dans mon pays, si ce n'est que j'en avais marre de l'hypocrisie sociale et l'oppression que je vivais de par la société, et je devais me fondre dans la masse et faire semblant même d'être musulman auprès de mes amis et auprès de mes proches. Quand je suis venu en France, je me suis retrouvé étonné que la situation, moi je pensais pas que c'était aussi, la situation en France, elle était aussi grave. Et on oublie souvent justement de parler de cette immigration-là, de cette fuite des cerveaux, si je puis dire ça comme ça, qui vient ici et qui demande juste justement à développer ses skills et son niveau d'études et s'intégrer, et qui se retrouve justement amalgamé avec ceux qui causent problème. Donc je voulais apporter ça justement à la discussion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais But, vous avez complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des gens qui ne poseraient pas de problème. Mais le problème, encore une fois, maintenant, c'est que c'est tellement les robinets ouverts que... Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Le problème à l'heure actuelle, c'est on laisse rentrer des gens qui ne doivent pas venir, c'est-à-dire des gens qui viennent avec leur façon de penser et qui pensent qu'ils vont pouvoir appliquer ce qu'ils ont fui, entre guillemets, ce qu'ils prétendent avoir fui. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui, eux, fuient réellement une vraie persécution, et ceux-là, malheureusement, ils payent pour les autres, ou quand ils viennent ici, d'ailleurs, certains le disent. Ils disent, mais moi, je pensais avoir fui ces gens là-bas, cette façon de penser et cette persécution. Et puis, je me retrouve ici avec des gens qui me persécutent avec exactement les mêmes. Et moi, je pense que il y a des gens, effectivement, qui sont très bien et qui, comme vous, soit sont partis ou ont décidé de venir parce qu'ils sont complètement démocrates et qu'ils ont fui une persécution. Et cela va très bien. Je pense que la porte leur est ouverte. Mais vous avez de l'autre côté, vous avez aussi énormément de gens, beaucoup plus qu'on le pense et de plus en plus, parce que nos pays les laissent rentrer et ne font pas le tri comme ils devraient le faire. Et encore une fois, avec la complicité de cette gauche, en fait, et beaucoup de travailleurs sociaux qui aident les gens qui ne devraient pas aider. Est-ce que je peux prendre la parole? Je voulais juste rajouter à cela une chose. Nous, par exemple, l'Algérie a créé une loi. Donc, en 2019, c'est le 87 bis. Donc, je peux pas dire le mot, mais c'est terrorisme. D'accord? Et aujourd'hui, en Algérie, nous avons des personnes qui sont en prison pour terrorisme, juste parce que elles ont fait des lives. Nous, par exemple, moi personnellement, si je retourne là-bas, je serai accusée. Je vais le dire, terrorisme. Voilà. Donc moi, je suis terreau pour eux. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la lecture de textes, parce que parfois j'ai critiqué les textes de l'islam. Donc on m'a collé cette accusation qu'on a collée à beaucoup d'Algériens. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'apostats algériens qui étaient ici parmi nous dans les lives en train de militer, parler et parfois juste discuter et essayer d'oublier un petit peu leur triste réalité, parce que sur place, ils peuvent pas dire à tout le monde qu'ils sont apostats. Pardon.
Et voilà, donc par exemple, nous avons Massinissa qui a été emprisonné le 16 octobre dernier, donc 2024, parce qu'il a fait de la lecture de texte, parce qu'il a blasphémé un petit peu, parce que voilà, donc et parce qu'il a aussi manifesté juste son soutien à Israël. Il n'a jamais dit qu'il appartenait à Israël, à un mouvement venant d'Israël ou autre. Il a juste dit que moi je soutiens tel mouvement, mais c'est tout, sans aucune preuve. Aujourd'hui, Massinissa on ne sait pas s'il est en vie ou pas, parce que je vous raconterai après ce qui s'est passé. Donc on l'a emprisonné et on l'a mis avec de vrais terreaux, d'accord? Et il a été égorgé il y a pas longtemps, donc en prison par de vrais terreaux, car ils ont appris que c'était un apostat. Et là, depuis quelques jours, je n'ai pas confirmé l'information. On nous envoie des messages comme quoi Massi est mort dans le coma. Voilà. Et vu que c'est tout et n'importe qui se fait emprisonner pour terrorisme en Algérie, nous avons des personnes qui quittent l'Algérie, qui n'ont rien fait, qui ont été condamnées à tort. Mais nous avons aussi d'autres personnes qui sont vraiment de terroristes, mais on peut pas, en fait, ils peuvent pas savoir. Enfin, ils viennent, ils disent ouais, en Algérie j'ai été condamné, on a appliqué sur moi le 87 bis, mais je n'ai rien fait. Et comme ici, ils savent très bien ce qui se passe, ils vont se dire oui, c'est vrai, cette personne elle a été accusée à tort. Je ne sais pas si j'étais un peu pédagogue, parce que j'ai du mal. Scorpiona, si tu peux expliquer un peu plus ce qui se passe. Oui, bien sûr. C'est une réalité, c'est que en Algérie, en tant que nous apostats, chacun ses idées, on peut pas poursuivre des personnes qui nous menacent de mort, qui incitent des personnes qui sont à l'étranger dans nos pays de nous tuer. Ok. Donc notre objectif maintenant, c'est d'appliquer les lois occidentales sur ceux qui nous menacent sur les pays occidentaux. Nous, ça a été ça depuis l'arrestation. On dit ah ok d'accord, donc vous appliquez les lois, ok d'accord, y a pas de souci. Mais nous aussi on va appliquer les lois de l'Occident sur vous, sur toute personne qui nous menace. Et il y en a tellement de personnes. Surtout la plupart ils sont en France. Il faut le dire. La plupart ils sont en France, un petit peu en Belgique. Mais pas plus que ça. C'est comme pour moi la France, il est temps qu'elle se réveille, franchement. Ils ont fait dernièrement, je pense qu'ils ont fait un truc si tu vas aller renouveler ta carte de séjour, tu dois signer un formulaire, genre que moi, autant que ça, voilà, je vais respecter les lois de la République, les ci, les ça. J'imagine que ce formulaire, c'est que comme ça, dorénavant, s'il y a un immigrant fait quelque chose qui est contre les valeurs de la France, et ils peuvent lui mettre en QTF. Mais l'OQTF, c'est ça le pire, c'est que ce que je vois, moi je suis au Canada, ce que je vois en France, c'est que la justice française humilie l'État français et les Français. Après, oui, c'est comme vous avez dit, Khadija, c'est que les lois doivent changer. Les lois actuelles en France n'aident pas le gouvernement ni les Français à appliquer les lois des OQTF, de les envoyer ailleurs. Exemple, l'Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un accord avec un pays africain. Je ne me rappelle pas c'est quoi, le Zimbabwe ou quelque chose. C'est que voilà, dorénavant, si on a des personnes illégales sur nos terres, soit il va nous dire de quel pays il vient, donc on va le renvoyer là-bas. S'il refuse de nous dire de quel pays il vient, ils vont l'envoyer à ce pays africain. Après ça, à partir de là, il va se débrouiller d'aller où il veut. Donc je pense que l'Angleterre, le fait qu'elle est sortie de l'Union européenne, elle a su faire des choses, parce que si elle est restée dans l'Union européenne, elle aurait eu peut-être des blocages, que rien n'a pu être fait. Donc j'espère que... Ah oui, Rwanda, c'est ça. Merci, Hamster. Donc c'est ça. Ce qui se passe en Algérie est très 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 malheureux, mais j'ai espoir qu'un jour ça va changer, parce que
C'est pas vrai qu'il y a des Algériens qui incitent à la haine contre des pas juste à la haine. Maintenant, c'est rendu qu'ils incitent à la mort contre des Algériens aussi, et que ils sont, et chaque jour, ils sortent avec une vidéo, puis avec les mêmes menaces, et c'est comme s'il est, je sais pas, c'est comme s'il n'y a pas de loi en Algérie, et pourtant, il y a des lois. Il y a des lois. Spécialement pour ce genre de discours, il y a des lois. Mais, l'application est des fois un petit peu dure à appliquer. Alors, appliquons les lois occidentales sur eux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Il faut pas oublier que Boualem Sansal, il est en prison en Algérie pour ses idées aussi. Donc, oui, exactement. Lui aussi, je pense qu'ils l'ont collé l'étiquette de 87 bis, là, si je me trompe pas. Tout à fait. Bien sûr. Bon, alors, vous voyez un petit peu c'est quoi le sens de le terrorisme en Algérie. C'est que si tu parles de choses, voilà, t'es un terror. Alors que celui qui menace de mort, non, lui, c'est un Algérien, on doit le protéger. Voilà le problème où ce qui se situe. Absolument. Aujourd'hui, nous avons des personnes en Algérie, des individus qui font des vidéos tous les jours incitant les musulmans de France à nous pragmatiser en donnant nos noms, prénoms, adresses, etc. Et ils parlent au nom des autorités algériennes, d'accord? Et ces vidéos, elles ont circulé. Beaucoup circulé. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu une vidéo en mon nom à moi. Donc la personne, elle a donné mon nom, mon prénom, et elle a dit, voilà, vous attendez quoi? Faites-le, et vous aurez les hasanat chez Allah, etc. Et ça parle au nom des autorités algériennes. Il dit que moi je suis en Algérie, vive Tebboune, vive Chengriha, et voilà. C'est grave. Gouvernement on emprisonne des apostats, on emprisonne des Boualem Sansal, parce qu'on a parlé d'histoire, parce qu'on a parlé d'islam, parce qu'on a lu des textes, mais entre-temps, on encourage les vrais terreaux, les vrais criminels, et on les laisse parler au nom du pouvoir algérien. Voilà. Je voulais rajouter aussi l'imam Hendrix qui a été assassiné en Afrique du Sud. Exactement, oui, il faut pas l'oublier. Il y a Thierry Kopp, en fait, qui, depuis là tout à l'heure, demandait la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Alors, je me présente courtement, je m'appelle Thierry Kopp, je travaille comme pasteur, et je vais justement aussi en Algérie. En Algérie, actuellement, ils ont fermé 47 églises. Le président de la fédération protestante, il est emprisonné, 1 an de prison, et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie persécution des chrétiens, et 90% de la persécution, c'est dans des pays musulmans. Et il faut vraiment qu'on se réveille, hein, parce que c'est pas normal ce qui se passe. Et j'ai parlé avec des Kabyles, parce que beaucoup de Kabyles se convertissent, et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous vous convertissez et les Algériens se convertissent pas? Ah, ils m'ont dit, parce que nous, d'abord, on est Kabyles, et après, on est musulmans. Donc, c'est vraiment un problème d'identité. Et je juge pas les personnes, je critique pas les personnes, j'aime les gens, mais je suis contre l'islam. Merci beaucoup pour votre courage de prendre position, et merci aussi parce que vous êtes factuel, vous laissez la parole aux gens. Merci pour tout cela. Le but de l'islam, c'est la charia. Ça, il n'y a pas d'islam modéré, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Coran, il y a un cas Coran. Et le but de l'islam, c'est la charia. Les frères musulmans, ils essaient de s'impliquer, de s'introduire partout. Normalement avec la Palestine, hein, et tout ça. Ils utilisent tout cela, et c'est aussi une guerre médiatique. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on soit présent sur les réseaux et qu'on dise la vérité sur l'islam. Et je le répète, j'aime les musulmans, mais je suis contre l'islam. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo à toi. Inde, excusez-moi, mais je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup Fadela. Attends, je vais t'agrandir. Voilà. Je voulais, voilà, merci. Merci d'être passé. Merci pour tout ce que tu fais encore une fois. Sister, juste 2 secondes avant que tu t'en ailles. Bonsoir à tous. Sister, juste 2 secondes. L'immigration zéro marche très bien en Pologne et en Hongrie. D'accord. C'est pas les mêmes contextes économiques, malheureusement. Tout à l'heure, elle disait que c'est impossible. Si, c'est possible, il suffit de le vouloir. J'ai dit c'est quasiment impossible. J'ai pas dit que c'était impossible. Alors, Quasiment impossible. est-ce que je peux prendre un peu la parole? Oui, mais Fadela va devoir nous quitter. Exactement. Ouais, Merci Fadela. Merci à vous, merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Fadela. Merci Bravo. beaucoup pour ton dévouement et pour tout le travail que tu as accompli, sister. Ben, merci beaucoup. À très bientôt. Bravo, bravo. Tu reviendras. Dans le chat, ils te disent qu'ils espèrent de te revoir. Avec plaisir. Sinon, il y a des cafés laïcs à Bruxelles et à Paris, donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre.
Moi, Comment j'aimerais bien. À Bruxelles, tu les fais où à Bruxelles? C'est au rue Froissart au Club Presse. Il y a une page, il y a des trucs sur lesquels on peut avoir les Oui, infos. www.cafla.eu. Donc c'est Cafla, comme café laïque, c'est ça? Est-ce que quelqu'un pourrait écrire ça dans le chat, s'il vous plaît? C'est cafla.eu. D'accord. Et donc, c'est sur bien ce comme site ça qu'on trouvera pour Paris et pour Bruxelles, c'est ça? Oui, c'est Très ça, bien. tout à fait. Très bien. Bah, il y a des chances que tu m'y vois prochainement. J'habite pas très loin de Bruxelles. Ben, avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.